Pour moi, c'est jouissif. Le fait que les gens, si tu veux, me cassent du sucre sur le dos. Quand je vois les commentaires sur mes pubs, des fois, c'est un délire. C'est là que tu comprends que tu fais les choses assez bien et assez grandes à partir du moment où on te crache dessus. Tes défauts sont tes qualités. Insiste dessus. Tout ce qu'on te critique, ce sont tes forces. Donc, mets l'accent dessus. Investis sur toi à fond. Forme-toi et fais confiance en ta direction, tes croyances, tes convictions, ta vision. Il n'y a que toi qui peux l'avoir, toi seul sais où tu vas. Nous, on se positionne, si tu veux, sur un accompagnement de très haute qualité. Donc, on n'est pas un groupe Telegram qui envoie des signaux de trading et qui envoie tout le monde au casse-pied. En fait, j'ai fait 0 pendant 6 mois. Le 7e mois, je fais 130 000 de chiffres. Et le 8e mois, 0. Et en fait, ouais. Et en fait, ça m'a saoulé. Mon portefeuille crypto atteignait plusieurs millions. Et du coup, j'ai plaqué ce deuxième projet qui me saignait. Fin 2020, je passais mon premier million de dollars. Et j'ai pris un screenshot de mon portfolio et je l'envoie à mon meilleur pote. Et ça, c'était un moment assez jouissif, si tu veux. Me dire, vous voyez les gars, c'était possible. On a 2800 membres dans Réussir en Crypto. Quand on a lancé Réussir en Crypto avec Christopher il y a 3 ans, on a 800 personnes qui nous ont rejoint les 4 premiers jours. Et sur 2017, je fais un x48. J'arrive à 142 000 $. Et là, je pense que je suis un génie. Donc je me dis, c'est bon, tout va bien. Donc attention déjà à tout ça qu'on peut voir sur les réseaux. Il y a des tonnes de pièges où les gens peuvent se faire avoir, où ils envoient de l'argent. La meilleure dépense que tu puisses faire, c'est déjà investir sur soi, se payer des formations, des masterminds, des voyages. Tout ce qui est produit financier et qui n'a pas de produit physique, très souvent c'est un Ponzi. Très souvent c'est un scam. Quentin, bienvenue sur ce podcast. Merci, salut les gars. Merci d'avoir répondu à l'invitation, toujours avec mon acolyte à côté de moi. Mathéo, merci d'être venu aussi, Matt, sur ce podcast. Ah, merci à toi de m'inviter. Moi, je suis une pièce en plus. Écoute, Quentin, on est finalement un peu chez toi, ici à Bali. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es ici, Quentin ? Ça fait 4 ans. J'étais là en 2016 aussi. Je suis resté 6 mois. Je suis reparti et revenu. Entre-temps, j'avais qu'une envie, c'était de revenir. Et quand j'ai pu revenir fin 2020, c'était une libération. Donc, très heureux d'être là. On en reparlera. On en reparlera. Écoute, on a toujours la même façon de commencer nos podcasts. Pour te connaître le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, je vais te poser des questions très simples. Ouais. Réponse simple, efficace. Vas-y. Nom, prénom et âge. Quentin Chapeau, 33 ans. Magnifique. Profession aujourd'hui. Alors, investisseur immobilier, investisseur crypto et formateur en crypto. Magnifique. Celle-là, elle va nous faire rire. Ton palmarès. Est-ce que tu as un palmarès étant plus jeune? J'ai un palmarès en crypto, mais tu veux quelque chose d'autre, j'imagine? Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Non, pas vraiment, juste... T'étais sportif quand t'étais plus jeune? J'aime les sports extrêmes, ouais. Extrême? Ouais. Qu'est-ce que t'appelles comme... Quand j'étais gamin, je faisais double backflip en ski, par exemple. Ah ouais. Beaucoup de backboard, parachutisme, mais je m'y remets là d'ailleurs. Tu peux sauter seul? Ouais, j'ai toujours sauté seul. Je viens de faire... Avant-hier, j'ai fait mon premier saut en tandem à Dubaï. C'était cool. En fait, je pouvais pas sauter tout seul parce que ça fait 8 ans que j'ai pas sauté. Ouais. Il fallait une journée d'entraînement, j'ai pas pu la refaire, donc j'ai fait un tandem. Ok. Mais là, j'ai hâte de m'y remettre, ouais. Les sensations, j'en ai fait un, les sensations. Ouais, c'est dingue. Et encore, quand t'es en tandem, t'as pas le temps de vraiment sentir le truc. Quand t'es tout seul, c'est cool. Ouais, et puis t'es maître de ton truc, en fait. Ouais. Il t'est déjà arrivé des galères? En parachute? Ouais. Moi, non. J'ai un copain qui s'est coincé le pied dans les suspentes, ça lui a fait peur, parce que tu pars en torche, tu vois. Mais moi, non. Ok, bon, tant mieux. Je dois vraiment avoir peur. Ouais. Bah, c'est souvent que ça arrive, tu sais, t'es obligé de prendre le parachute de secours, etc. Hein. Ouais, bon, c'est pas très choquant. En vrai, ça arrive pas si souvent. Ah ouais? Non. Bon, heureusement. Oui, tant mieux. Ouais. Ton épanouissement sur 10 à l'heure où je te parle? Franchement, actuellement, je suis à 9 sur 10. Surtout depuis 3 ans. Depuis que j'ai lancé Réussir en crypto, parce que là, j'ai un vrai pourquoi dans ma vie. J'aide les gens à construire leur liberté. C'est ce qui m'anime. Je sais pourquoi je me lève le matin et là... T'es vraiment en plein kiff, ouais. Ouais, je suis là où je veux être, je fais ce que je veux, et puis j'ai un but dans ma vie, et si tu veux, les gens me le rendent. Donc, avant de lancer ça, t'avais pas trop ce sentiment-là? T'étais à combien, typiquement, avant de lancer ton projet d'accompagnement? En fait, si tu veux, j'ai eu 10 ans où je me suis cherché, pas mal de galères, des échecs entrepreneuriaux. Grosso modo, j'ai fait d'abord de l'architecture, en alternance, puis en freelance. Ah, rien à voir. Ouais, je faisais ça parce que mon père faisait ça, donc j'étais avec lui. Ok. Et j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2013 pour devenir libre. Et je me suis rendu compte qu'il faudrait du temps pour être libre grâce à l'immobilier. Du coup, j'ai voulu entreprendre. J'ai le père d'un copain qui était entrepreneur. Il m'a donné envie de faire pareil. Donc, je suis retourné aux études. J'ai fait un Master SP entrepreneur à l'EM Grenoble. Ok. Et j'ai accompagné les startups. Et après ça, j'ai lancé mon premier commerce quand je suis arrivé à Bali en 2016. Je rencontre une Indonésienne, Anne India. Elle avait 19 ans. Elle faisait 100 000 net par mois. Net? Ouais, c'était le début de la trend dropshipping. Ok. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil. Donc j'ai testé, j'ai gardé ça 7 ou 8 mois, mon premier dropshipping. Ça marchait bien? En fait, j'ai fait 0 pendant 6 mois. Le 7e mois, je fais 130 000 de chiffres. Et le 8e mois, 0. Et en fait, ouais. Et en fait, ça m'a saoulé. Je me suis dit, vas-y, c'est vraiment cyclique, c'est chiant. En plus, il n'y a pas vraiment de pourquoi. Tu vois, je vends des merdouilles chinoises qui arrivent à 3 semaines en retard.
ça m'allait pas, donc j'ai plaqué. J'ai fait très très peu de profit. Et après ça, j'ai eu 1 an et demi de creux où j'ai refait l'archi, puis j'ai lancé une deuxième boîte. Enfin, je me suis greffé à un projet. Ok. C'était un projet un peu hybride. C'était un MLM qui cherchait à transiter vers le e-commerce. Donc, je construisais une techno e-commerce à la Uber pour leur système. Puis, ça n'a pas été parce que le CEO il a envoyé la boîte dans le mur. Il a fait n'importe quoi avec la trésor. Donc, j'ai perdu 60 000 € dans l'histoire. Et un an et demi Vous de ma aviez vie. levé? Non, self-funded. Et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est que à partir de 2021, mon portefeuille crypto atteignait plusieurs millions. Et du coup, j'ai plaqué ce deuxième projet qui me saignait. Ok. Et ça, c'est parce que j'ai commencé à investir en crypto il y a 9 ans maintenant, tout début 2016. À l'époque, quand tu as commencé à investir, c'est une question finalement qui arrive juste après. Comment ça s'est passé tes premiers investissements? Quelle était ta physionomie? Comment enfin, est-ce que c'était par exemple Alexis qui se dit bon, bah, j'ai 500 balles de côté, j'ai envie d'investir 500 balles, je mets 500 balles sur crypto.com. Comment c'était quoi ta vision à l'époque? En vrai, j'avais déjà en tête d'investir en IMO depuis longtemps parce que mon père est investisseur IMO. Il avait quelques biens. Et puis, j'avais découvert mon associé actuel, Christopher Wangens, sur YouTube. Ouais. Enfin, j'ai découvert un petit peu après, en fait, pour te dire, c'était en 2017 que je l'ai découvert. Mais j'avais déjà ce mindset d'investisseur qui s'est renforcé après quand j'ai découvert Chris. Et en fait, j'étais déjà dans l'optique de faire les choses de façon exponentielle, me créer une liberté et puis construire quelque chose de grand qui a de l'impact. Ça rentrait tout un peu dans la même dynamique. Et quand j'étais étudiant, j'avais que 400 € de côté. Donc, si tu veux, je ne pouvais pas aller bien loin en immobilier, je ne pouvais plus emprunter pour faire un deuxième bien. Et en fait, j'ai un ami qui m'emmène sur un meet-up à Grenoble qui portait sur la blockchain et Ethereum. C'était nouveau, mais nous, on était très branchés tech parce qu'on accompagnait des startups dans notre diplôme. Et on s'est dit, vas-y, on va voir par curiosité. Et puis bon, on a un gars qui nous présente ça, il nous montre Ethereum, 80 centimes de dollars l'Ether, ok. Combien? 82 centimes de dollars. Et puis, on laisse l'Ethereum. Ouais. On regarde ça de loin. Et mon pote me dit, ouais, je vais mettre quelques billes, moi, tu dois faire pareil. Je dis, vas-y, ok. Je vois le prix évoluer qui monte à 2, 3, 4, 5 dollars. Et puis à un moment donné, je dis, vas-y, ça commence quand même à faire un bon multiple, je vais tenter, tu vois. Donc je mets 400 €. Avec ça, j'achète 69 Ethereum à 5,86 € ou 5,76 €. Je sais plus exactement. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et si tu veux, le but, c'était, je mets une pièce et si ça se trouve, je fais un multiple et j'aurai un apport pour faire un deuxième bien immobilier. Ouais, ok. La vision de racheter. Ouais, je voulais faire un effet cumulé, si tu veux. Ouais. Et le prix monte pas mal et je me dis, je vais mettre un petit peu plus l'année suivante. Enfin, je commence en février 2016 à investir. Et il me semble que c'est début 2017 que j'ai rajouté dans les 2500 $. J'arrivais à peu près 3000 $ de capital. Et sur 2017, je fais un x48. J'arrive à 142 000 $. Et là, je pense que je suis un génie. Donc, je me dis, c'est bon, tout va bien. Combien de temps? Bah, tu vois, c'est sur un an, quoi. Enfin, moi, j'ai commencé début 2016. Mais début 2017, je rajoute du capital un peu en Ether et surtout dans d'autres crypto-monnaies qu'il y avait à ce moment-là. Je fais les ICO, etc. Il y a mon multiple qui arrive. Le marché part en flèche. Et j'ai pas su revendre parce que j'étais nouveau. Je comprenais pas un cycle psychologique, je comprenais pas les cycles de crypto-monnaie, je comprenais pas le marché. Et bon, donc comme tout débutant, je me suis fait avoir. Je perds tout dans la descente l'année suivante, en 2018. Je perds 93%, je retombe à moins de 10 000 $. Sauf que je me suis pas laissé abattre. Là, mentalement, c'est quoi là? Comment ça se passe? C'est du... Comment on peut... Parce que tu n'avais jamais eu des sommes aussi importantes. Ouais, mais en fait, c'est assez bizarre. Quand tu es investisseur crypto, quand tu as un chiffre que tu n'as jamais vu avant sur ton compte, on va dire, en fait, tu sais pas trop comment le gérer. Ça te paraît irréel, donc des fois, tu te dis presque, je le mérite pas, donc tu n'oses même pas vendre, ou tu te dis, c'est pas réel, tu sais pas trop quoi en faire, tu vois. C'est une psychologie qui est assez bizarre, parce que tu as accompli un truc qui, tant que tu n'as pas réalisé le gain, est assez fictif en réalité. Donc à ce moment-là, si tu veux, il faut avoir bien préparé en amont sa psychologie et être capable de comprendre comment fonctionne un cycle financier, avoir un plan clair sur comment tu vas prendre des profits et qu'est-ce que tu vas en faire, si tu veux. Quand tu n'as pas ça, tu patauges. Ouais, bien sûr. Et j'ai ce chiffre. Et en général, quand tu as un chiffre comme ça sur ton compte, c'est le moment où tu es le plus confort. Et là, tu as envie de show off ton compte. Tu montres à tout le monde, regardez l'argent que j'ai fait et tout. Tu te prends pour une star, tu vois. Et au moment en fait, où tu es trop confortable avec ton capital, c'est le moment où il faut te dire, merde, il y a un truc qui va pas là, il faut peut-être que je vende en fait. C'est juste un petit indice. Ça, c'est une goutte d'eau dans la stratégie globale, tu vois. Mais du coup, j'ai pas su le faire. Je perds tout. Et dans la descente, je me dis, merde, il y a un truc que j'ai pas compris. Parce que tu sais, quand le bear market démarre, en quelques semaines, tu as perdu 50% déjà, tu vois. Tu prends une claque de malade. Et en fait, il n'y avait rien sur Internet à l'époque. Il n'y avait pas de formation, il y avait peu de choses. Il y avait juste quelques analystes américains qui étaient assez intéressants à écouter. Et donc, je découvre par exemple Bob Lucas,
qui est un analyste, qui a une stratégie où il suit des cycles en fait, à petite échelle et à grande échelle sur les marchés financiers. Et il expliquait que les crypto-monnaies, finalement, ça suivait un cycle de 4 ans et que potentiellement, 1 an plus tard, on allait avoir un creux et qu'on avait une chance de racheter pas cher pour surfer le cycle suivant. Ok. Si tu veux, je lui ai fait confiance. Je me suis formé autant que je pouvais avec tout ce qu'il y avait sur YouTube à l'époque. Gratuit. T'avais investi ou Bah ouais, non, juste il avait rien en fait de payant ce type à cette époque. Il faisait juste une vidéo sur YouTube comme ça pour expliquer sa vision. La beauté des Américains. Ben ouais, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les seuls analystes que j'écoute, c'est des Américains parce qu'ils ont beaucoup plus de bouteilles, tu vois. Et donc, je me dis, vas-y, je tente le coup. Donc, je mets autant que je peux de côté. Donc, j'avais 20 000 euros de mon premier e-commerce de profit. J'avais 20 000 euros d'une petite plus-value immobilière d'un petit achat-revente que j'avais fait. Sympa. Et je fais autant d'heures que possible en architecture. J'étais payé 50 euros de l'heure pour épargner. Donc, j'épargne 14 000 $. Enfin, c'était 20 000 $, 20 000 $ et 14 000 $. Ça faisait 54. Ok. Puis j'ai continué à faire ça après sur l'année suivante. Mais bref, ces 54 là, je les investis tout en bas fin 2018. J'achète 2 bitcoins, j'achète beaucoup d'Ethereum, j'achète du VeChain, du Cardano tout en bas. Et après, j'ai épargné encore 15 000 que j'ai remis entre autres dans le creux de la grippe. J'ai acheté sans Ether pour 10 000 et j'ai racheté d'autres cryptos et après j'ai diversifié. Sans Ether pour 10 000 ? Bah ouais, à 100 $, j'avais un ordre d'achat et quand il y a eu le crash de la grippe, je l'ai chopé. 100 $. Et en gros, si tu veux, les 54 000 que j'ai mis en bas, je les ai multipliés par 50 sur le cycle. Et j'ai fait aussi un multiple sur ce que j'ai acheté après avec les 15 000. Et en fait, ce capital-là, si tu veux, donc j'ai suivi le cycle comme je pouvais en me formant au fil du temps, tu vois, en ayant de plus en plus d'éléments de cordes à mon arc, on va dire. Et donc, j'ai su sortir un tiers de mon capital au sommet du cycle en 2021. Et les 2 autres tiers, le sommet n'était pas hyper clair, malgré tous les indicateurs qu'on avait. Je l'ai joué sécure, j'ai tout basculé en Bitcoin Ethereum et j'ai gardé ça pour le plus long terme. Ok. Et là, si tu veux, j'ai fait pareil au cycle en cours. J'ai épargné autant que possible. J'ai tout investi entre 2022 et 2023. Et donc, pareil, je suis vraiment consolidé et paré pour le cycle en cours. Et on en parlait un peu tout à l'heure, mais si tu veux, je te disais que j'avais tout consolidé en Bitcoin et Ethereum pour la descente. Pourquoi c'est important ? Parce que quand tu investis en crypto, tu as un but ultime, c'est d'accumuler autant de Bitcoin que possible. Ça, c'est ta mission numéro 1. Et la raison unique de vouloir acheter autre chose dans un cycle crypto, c'est de vouloir faire un plus gros multiple sur le cycle pour pouvoir acheter plus de Bitcoin in fine. Et ta mission unique, c'est d'avoir un max de BTC parce que quand ton BTC, il vaudra plus d'1 million de dollars et même plusieurs millions de dollars dans quelques années, tu auras réussi ton pari qui était de capitaliser sur l'actif le plus costaud sur la décennie. Et c'est là où ton argent est vraiment en sécurité, quoi. Ok. Et pour toi, du coup, pourquoi Bitcoin va valoir plusieurs milliards ? Il y a des tonnes de raisons. En fait, si tu veux, si on fait ça de façon globale, c'est la meilleure réserve de valeur au monde pour plein de raisons. La première, c'est qu'elle n'est pas contrôlée par une entité centrale, par une banque centrale. Aujourd'hui, il faut bien mettre en face 2 choses. Tu as d'un côté les banques centrales, surtout on regarde la Fed aux USA, qui impriment des devises autant qu'elles en ont besoin et du coup qui la dévaluent quand elles le font. Chaque fois qu'on fait grandir la masse monétaire en imprimant, cette monnaie perd de la valeur, du coup tout coûte plus cher. C'est pour ça que les riches sont de plus en plus riches parce qu'ils ont les actifs qui prennent en valeur face au dollar qui se dévalue et que les pauvres sont de plus en plus pauvres parce qu'ils dépendent d'un salaire qui vaut de moins en moins. Et en face, tu as Bitcoin, qui est une entité dont il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Il y en a déjà 20 millions, il faudra 100 ans pour miner le million qui reste. Le fondateur, qu'on a appelé Satoshi Nakamoto, qui est un anonyme. Si tu veux, alors on ne sait pas qui c'est aujourd'hui, il y a plein de rumeurs, ça peut être la CIA, ça peut être peu importe. La personne a construit un protocole qui n'est pas modifiable, enfin du moins très difficilement. Et donc dans ce protocole, il est dit qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, qu'il y a un système pour le sécuriser avec le minage. En fait, on met en place on a des machines qui vont résoudre des équations très complexes pour valider les transactions. Ça demande beaucoup d'argent pour acheter les machines et l'électricité pour financer tout ça. Ce mécanisme qui a été construit, il est conçu de sorte à ce que le réseau soit inattaquable et inchangeable. Donc, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Vu que la devise, elle est limitée et qu'elle est même fixe, ça en fait une réserve de valeur. Ça, plus le fait qu'elle répond beaucoup mieux à cette notion de réserve de valeur que l'or. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile à transporter, à diviser, c'est liquide, tu peux payer de façon instantanée avec presque pas de frais. Ça a tous les caractères nécessaires pour pouvoir être la meilleure réserve de valeur au monde aujourd'hui. Tout le monde l'a compris. Les grandes institutions en achètent autant que possible. Tu as des boîtes comme MicroStrategy qui en ont pour 20 milliards aujourd'hui, qui lèvent encore 42 milliards pour en accumuler. Tu as Microsoft qui veut avoir 1% de sa trésor en BTC. Les USA qui veulent acheter 20% de tous les bitcoins qui existent pour faire une réserve stratégique pour les USA. On peut payer nos impôts en bitcoin dans certains États. C'est une devise légale dans certains États déjà. En gros, si tu veux, on est arrivé au point de non-retour en termes d'adoption et on est en train de démarrer
la phase mainstream. C'est-à-dire que c'est là où vraiment on va en faire quelque chose d'indispensable. C'est pour ça que pour moi, c'est inévitable un Bitcoin à plusieurs millions de dollars. Je te donne juste un ratio. Tu prends l'or aujourd'hui. Alors, je crois que l'or à ce jour, c'est 17 000 milliards de valorisation. C'est 15 fois Bitcoin aujourd'hui. Donc, si tu veux, à usage égal, Bitcoin qui fait 1 fois 15 aujourd'hui, il est au million de dollars, tu vois. C'est énorme. Après, on sait quand même dans ce monde que les États contrôlent quand même beaucoup de choses, surtout les grosses puissances. Est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de contrôler aussi Bitcoin, les cryptos, les bitcoins? Sachant que je pense que pour moi, je ne suis pas un expert dessus par rapport à toi, c'est la grosse problématique pour que ça monte à plusieurs millions, c'est les États. Pas forcément. Par rapport à ça, ça va réagir comment? Pas forcément. Bitcoin, si tu veux, c'est un système qui est antifragile, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaie de l'attaquer, il se renforce, il se décentralise plus. Alors pourquoi Bitcoin n'est pas contrôlable par un État? Parce que pour pouvoir essayer de falsifier une transaction, pour pouvoir essayer de modifier le protocole, il faut détenir plus de 51% de toute la puissance de calcul du réseau, qui est gigantesque aujourd'hui. C'est impossible presque. C'est quasiment impossible, qui est gigantesque et qui est extrêmement décentralisé. C'est-à-dire que dans le monde entier aujourd'hui, tu as des machines de minage, il y en a des centaines de milliers qui viennent valider les transactions sur le réseau, qui viennent le sécuriser. Donc il faudrait avoir 51% de toutes ces machines pour pouvoir essayer de falsifier une transaction. C'est pour ça que c'est un système antifragile, il est quasiment impossible à corrompre. Donc même si un État se disait aujourd'hui je mets tous les moyens nécessaires pour essayer de casser Bitcoin, ce serait quasiment impossible à réaliser. Tu penses même sur la population? C'est-à-dire que même si techniquement dans la technique ils ne peuvent pas contrôler le Bitcoin, sur la psychologie d'un pays, sur la psychologie d'un habitant, faire en sorte que ils se disent c'est une mauvaise idée le Bitcoin, quoi. En fait ils n'ont qu'un moyen d'agir, enfin 2 moyens. D'une part, c'est de limiter les on-ramp, off-ramp, donc les moyens d'envoyer de l'argent sur une plateforme pour pouvoir acheter du Bitcoin ou de retirer. De toute façon, les gens, ils ont compris que s'il y avait un pays où ça bloquait, ils changeaient de pays puis ils le faisaient ailleurs. Ou d'essayer de faire du brainwashing avec les médias. Ils ont essayé de le faire depuis que Bitcoin existe, ça n'a pas marché. D'abord, ça a été Bitcoin, c'est pour les terroristes. Ensuite, Bitcoin, ça pollue. Ensuite, c'est pour faire du blanchiment d'argent. Puis voilà, on a démenti au fur et à mesure tout ça et on s'est rendu compte que c'était une vraie technologie, une vraie révolution. Plus de puissance que ça. Ouais. Voilà. De toute façon, comme toute révolution, ça passe par 3 phases. D'abord, c'est moqué. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et après, ça devient évident. Et là, on est dans la phase où on rentre dans l'évidence, si tu veux. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen de stopper cette révolution. Surtout que ça apporte vraiment une technologie qui vient en fait d'abord se greffer sur le système financier existant. Parce qu'on a besoin du système existant pour envoyer de l'argent sur des fonds, des plateformes crypto pour en acheter. Mais petit à petit, on va arriver dans une phase où c'est plutôt les banques qui vont devoir fonctionner sur des blockchains pour du coup avoir une technologie qui est viable et qui répond à l'évolution. Parce que quand tu mets en face Bitcoin où personne ne peut t'empêcher d'envoyer l'argent à n'importe qui, que c'est fait instantané, que ça coûte presque rien et que tu peux le faire de façon globale, versus une banque qui te fait perdre des fois 3 semaines pour envoyer l'argent à l'étranger, qui te facture des frais énormes et qui des fois te dit non, et en plus qui te dit aujourd'hui que tu peux pas retirer ton argent et pas payer comme tu veux. C'est une dinguerie ça. Tu vois, pour nous qui avons grandi avec les banques, on se dit ouais mais on a besoin des banques, mais les jeunes aujourd'hui ils se disent j'ai pas besoin d'une banque, moi j'envoie du Dogecoin et c'est bon, tout roule, tu vois. C'est vrai qu'il y a ce cycle générationnel aussi où peut-être la génération de nos parents ont du mal à l'accepter, mais quand je pense que la nouvelle génération se rend de plus en plus compte qu'on est bridé et c'est vrai que c'est la déjà dans les jeux vidéo, futur, aujourd'hui tu peux payer avec des devises qui sont propres aux jeux vidéo et du coup tu as des écosystèmes qui sont, la mentalité qui sont hors des banques déjà, tu vois. De ouf, ouais. Et comment c'est venu cette passion, tu vois? C'est parce que tu as commencé à faire de l'argent, donc tu t'es passionné à ça. Comment, tu vois, tu as été passionné? Parce que, tu vois, comme un jeune, par exemple, tu me parles de ça depuis tout à l'heure. Je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous voient sentent quelqu'un de ultra passionné par le sujet. Tu vois, on a posé une question, on a eu tout un tas d'informations. Il y a beaucoup trop à dire en réalité sur ce sujet, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a passionné? Qu'est-ce qui te passionne, en fait, tout au long depuis que tu as commencé sur ça, tu vois? Moi, si tu veux, le driver de tout ce que je fais, c'est la liberté. Et les crypto-monnaies, le motto numéro 1 des cryptos, c'est vraiment créer ta liberté, tu vois. C'est la souveraineté sur ton argent. Quand tu es souverain sur ton argent, tu es libre. Et Bitcoin, c'est vraiment ça le point de départ. C'est un outil qui a été créé pour redonner la souveraineté aux gens et leur permettre de devenir libres, de ne pas être dépendant d'un État qui détruit le pouvoir d'achat des gens quand ils détiennent une devise fiat et surtout qui sont coincés à la banque. C'est ça le point de départ. Et quand j'ai compris que, si tu veux, c'était un outil qui donnait plus de liberté et que les gens n'arrivaient pas à avoir ce déclic et à aller de l'avant, j'ai compris que, si tu veux, moi, j'avais une mission et un rôle, c'était de sensibiliser un max de personnes à ça. Leur dire, écoutez, si maintenant vous voulez rester libre et surtout conserver du pouvoir d'achat et même vous enrichir, Bitcoin, c'est la première solution. Après, il y a les autres cryptos de façon cyclique, mais c'est d'abord Bitcoin avant tout. C'est ouf. Et donc là, aujourd'hui, parce que
moi, tu vois, c'est ce qu'on disait hors caméra. C'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que j'essaye, moi, de comprendre vraiment la profondeur de la chose pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui veut justement s'intéresser. Parce que je pense que nous deux, on s'est toujours intéressés à ça, tu vois. Intéressé, mais comprendre en profondeur, c'est aussi l'objectif de ce podcast. Toi, grosso modo, comment sont rythmés? Alors maintenant, tu as le programme d'accompagnement pour les débutants, etc. On reviendra dessus par la suite. Comment sont rythmées un peu tes journées par rapport à tes investissements perso? T'es pas le mec qui est là en sueur devant l'écran tout le temps. Comment ça se passe, tu vois? Justement, moi, quand on me dit trader, j'imagine déjà le mec avec 6 écrans. 6 écrans, il trade et tout. Comment ça se passe, tu vois? Comment sont rythmées un peu tes journées, tes mois, tes semaines, etc. Justement, on essaie d'être complètement à l'opposé de ça. Si tu veux, ce que fait tout le monde aujourd'hui sur Internet, c'est du trading. Enfin, la plupart des gens, c'est des traders, c'est-à-dire qu'ils regardent les graphiques de prix tous les jours, ils prennent des petites positions qui clôturent le soir et ils cherchent des petits pourcentages à gratter tous les jours. Et en fait, ce qu'on a vu dans les cycles, c'est que le mec qui fait ça, il va faire une paire qui va être 10-20 fois inférieure à celui qui juste achète les bons actifs en début de cycle, arbitre un peu au milieu et revend en sommet de cycle. Donc, ce qu'on appelle un holder ou une stratégie long terme. Et donc, moi, c'est ce que j'avais fait de façon naturelle et je me suis rendu compte que, si tu veux, sur les 2 derniers cycles, qu'à chaque fois que j'essayais de timer du court terme, je faisais n'importe quoi et je perdais un peu d'Ethereum, je perdais un peu de Bitcoin. Et qu'en fait, je me mangeais parce que la psychologie, elle est extrêmement difficile dans un marché financier, encore plus en crypto, où c'est très, très volatile. Et donc, mes journées, moi, ça consiste à y passer le moins de temps possible. Donc maintenant, j'y passe plus de temps parce que, si tu veux, j'ai une audience à qui je dois répondre. On répond aux questions tous les jours. L'actualité du marché. Je dois faire des analyses un peu plus, très concrètes et très solides, trouver des nouveaux projets intéressants et les guider sur la psychologie, sur quoi faire. Je remonte mes portfolios, donc je dois avoir de la matière si tu veux. Donc grosso modo, aujourd'hui, ma semaine, c'est 1 jour et demi par semaine. J'analyse vraiment le marché en profondeur. Je délivre un rapport écrit et vidéo extrêmement précis chaque vendredi à mon audience. Comme ça, ils savent prendre des décisions smart. Je leur montre exactement mes portfolios, ce que je fais et ce que je ferais à l'instant T si j'avais un gros capital qui arrivait par exemple. Donc c'est 1 jour et demi ça, tu vois. Je leur fais un live 1 fois par mois. Et à titre personnel, gérer mon capital, c'est vraiment... mon capital à titre perso, c'est 1 heure par semaine max. Parce qu'en fait, on rentre en bas de cycle de façon progressive. On achète du Bitcoin dans ce qu'on appelle un dollar cost average, donc par palier de temps, dans une zone qu'on appelle la zone d'accumulation. C'est grosso modo tout le bas du cycle. On continue à le faire aussi de façon progressive jusqu'à maintenant, parce que là on est au bord de casser notre plus haut connu et de faire l'accélération et le bull market qui dure à peu près 1 an. Au milieu de tout ça, on va analyser autant de projets que possible. Donc ça, c'est ce qui me prend un peu de temps, mais maintenant j'ai des équipes pour le faire avec moi. On fait ce qu'on appelle des analyses fondamentales. On va analyser vraiment en profondeur le top 50, top 100 des crypto-monnaies dans chacun des domaines qui nous intéressent. Donc l'intelligence artificielle, la tokenisation, les meme coins. Actuellement, c'est les 3 narratifs importants. Une fois qu'on a décelé quels sont les projets vraiment intéressants et viables, sous plein de critères, et ben on va se dire, ok, ceux-ci ils m'intéressent, je veux les acheter, on va essayer de déterminer le moment optimal pour les acheter. Donc là, on se sert toutes nos analyses pour se dire, ok, c'est le bon moment pour ce projet, on rentre et après on arbitre un petit peu. Et en sommet de cycle, on a une stratégie de sortie, on a un plan précis, où on va se dire en fait à l'avance, à telle étape je fais ça, et en fait si tu veux, on mesure le cycle, on a une fenêtre de temps qu'on appelle la zone de distribution, qui dure quelques mois, où on a nos stratégies qui est déjà fixée à l'avance. On se dit, pendant cette zone de distribution, je sors par palier avec tel rythme. Si tel événement arrive, je sors 20% d'un coup. Si tel événement arrive, je sors 10% d'un coup. Et c'est comme ça qu'on surfe un cycle. C'est vraiment moyen, long terme, quoi. C'est vraiment des visions... Donc moi, si tu veux, j'y passe du temps chaque semaine parce que j'ai une audience à qui il faut que je délivre un maximum de valeur et que je leur simplifie la tâche. Mais l'objectif de mon audience, c'est qu'ils y passent moins de 2 heures par mois. Donc c'est possible parce que nous, on fait toutes les analyses de marché pour eux. Nous, on analyse toutes les cryptos pour eux. Il faut 5 heures pour analyser une crypto en détail, pour te dire, avec mon cadre. Et du coup, chaque semaine, ils lisent mon report, enfin du moins le petit résumé sur la première page en 2 minutes s'ils ne veulent pas lire tout le reste. Ils ont tout ce qu'il faut savoir. S'il y a une action à faire, ça leur prend max 1 heure. Et encore, c'est large, 1 heure. Et normalement, c'est géré. Et du coup, le but de Réussir en crypto, c'est de faire gagner un maximum de temps et de faire en sorte que tout le monde soit serein avec ses investissements. Donc on en parlait un peu hors cam. Quel est le profil type ou le persona un peu classique lambda qui rejoint comment s'appelle l'accompagnement déjà pour qu'on puisse... C'est Réussir en crypto. Réussir en crypto. Donc quel est un peu le profil type? Donne-moi un exemple pur et dur. Ok, le profil type, donc on a 90% d'hommes entre 20 et 45 ans. En fait, on a tout type de revenus, mais c'est grosso modo moins de 20 000 euros à investir. Dans les grandes lignes, après il y a tous les profils. Majoritairement des débutants à 66-67%. Et la motivation première de ces gens-là, c'est la même que la mienne, c'est se construire une liberté, donc vraiment devenir libre financièrement, multiplier son capital pour le réinvestir,
sortir du système bancaire et mettre à l'abri ses proches. Ça, c'est les 4 motivations premières de mon audience. Ok. Et aujourd'hui, c'est une audience de combien de personnes? C'est combien de membres? On a 2800 membres dans Réussir en crypto. 2800 membres? Ouais. On a, pour tout te dire, quand on a lancé Réussir en crypto avec Christopher il y a 3 ans, on a 800 personnes qui nous ont rejoints les 4 premiers jours. Ensuite, en fait, on a communiqué seulement sur son audience pendant 1 an et demi parce que le but à la base de Réussir en crypto, c'était juste de répondre à la demande de son audience qui voulait une formation, si tu veux. C'est ce que tu disais quand il t'a envoyé un message. Ouais. Qui avait investi dans l'immobilier et qui voulait diversifier le. Chris, si tu veux, c'est le numéro 1 en immobilier et lui, c'était pas son expertise, donc il a eu besoin de comprendre. Il m'a appelé pour avoir des conseils. Puis il s'est dit, putain, c'est dingue, mon audience me demande trop de conseils, je sais pas quoi leur dire. Si ça te dit, on fait une formation, puis on les aide. Et j'ai dit, bon, bah, ok. Par contre, c'est toi qui fais le marketing et moi, je reste dans l'ombre. Je voulais pas être trop visible, si tu veux, au début. Puis au bout d'1 an et demi, on s'est dit, c'est quand même con de rester dans l'ombre. On a ton audience à qui on a bien expliqué les choses et puis on a motivé un max de personnes, c'est cool. Mais en fait, il y a tellement de gens qui ont besoin de ça. C'est dommage de ne pas en parler plus. Du coup, j'ai dit, vas-y, j'accepte d'ouvrir mes réseaux sociaux, d'être visible. Au début, je voulais rester vraiment caché. Et puis, on met les bouchées doubles. Donc, on fait de la publicité, et puis on fait du contenu, et on motive un max de personnes. Et donc, après, il y a plein de monde qui nous a rejoints, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est combien de personnes sur ce programme-là? Donc, toi, il y a vraiment toi qui chapeaute un peu. En équipe, tu veux dire? Ouais, comment tu. On est une tu gères vingtaine. ce business? On est une vingtaine dans Réussir en crypto. Ouais. Sur les analyses marché, il y a moi, Seb et Ben. On est 3. Ok. Ensuite, sur la partie marketing, j'ai 4 personnes actuellement. Ok. Et il y a d'autres personnes dans l'équipe de Christopher qui se gèrent de tout ce qui est administratif, etc. Ouais. Puis on a une douzaine de coachs qui font l'onboarding des nouveaux membres. Donc Ok. en fait, souvent on offre des appels avec des coachs. Donc ça permet aux débutants, si tu veux, de commencer à construire un plan d'action, de bien démarrer, d'avoir des notions. Et puis s'ils veulent aller plus loin, on leur propose Réussir en crypto. Et s'ils veulent démarrer, ils nous rejoignent. Grosso modo, tu peux donner à peu près une tranche de prix, un prix sur l'accompagnement. Comment ça se passe? En gros, ce que je suggère aux gens qui démarrent, c'est juste de déjà venir se renseigner sur la crypto. Ok. Donc tu peux donner mon lien, j'ai une masterclass, ça aide les gens à démarrer, on leur donne les bases et après s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent se faire Ouais, tu coacher. préfères qu'ils fassent la démarche de comprendre le fonctionnement de Ouais, l'accompagnement, de vraiment avoir cet appel de démonstration ou cet appel de coaching, en fait, finalement, ce que tu disais, Ouais, où la personne va vraiment répondre aux questions, ouais, cibler un peu la vision court terme, moyen terme, long terme, etc. C'est Ouais. vraiment le fonctionnement qui fait la grosse force aussi de Exactement. votre accompagnement, finalement. Puis en plus, dans tous les cas, on fait toujours passer tout le monde par un appel. Ok. Pourquoi? Parce qu'on sélectionne à l'entrée. Si tu vois, on a une commu qui est extrêmement quali aujourd'hui. On a des gens qui respectent toutes nos valeurs, c'est-à-dire que c'est des gens éduqués, c'est des gens qui se respectent et c'est des gens qui s'entraident. Et on D'où tient à garder ça. L'appel On tient à garder ça. Nous, on se positionne, si tu veux, sur un accompagnement de très haute qualité. Ok. Donc, on n'est pas un groupe Telegram qui envoie des signaux de trading et qui envoie tout le monde au casse-pipe Ça, j'ai une question sur et ça. qui gagne de l'argent Trop de quand tu questions perds sur de ça. l'argent sur les plateformes, tu vois. Si tu veux, on est à l'opposé de ça. Le but, c'est d'accompagner du mieux possible. On fait en sorte de donner un service le meilleur possible, quoi. Et donc, on veut garder de la qualité sur notre audience aussi. Tu trouves. Alors, moi, ça reste mon point de vue, tu vois, parce que j'essaie de suivre un peu les trends sur YouTube, ce qui se fait, etc. On va pas citer de nom, mais on voit beaucoup de personnes. Alors, on écoute. Moi, je suis pas du tout dans ce domaine-là, et je pense que beaucoup qui nous regardent, c'est aussi l'idée de démocratiser un peu le truc, de comprendre un peu mieux le truc. Je vois beaucoup de robots trading, copy trading. On écoute de parler de beaucoup de choses. C'est ce qui me fait peur, moi aussi, finalement, parce que j'aimerais bien investir, comprendre l'investissement, etc. Mais ça fait peur. Comment est-ce que pour toi, c'est dur de se détacher finalement de cette image-là? Est-ce que parfois on vous compare à cette image-là? Comment vous faites pour justement se détacher un peu de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de bullshit dans ce milieu-là de la formation de manière générale, tu vois. Alors, on ne compare pas vraiment à ces domaines-là. Par contre, on me pose la question souvent. Ok. Évidemment, tu as plein de choses en crypto, puis tu as aussi plein d'arnaques et plein de pièges. Je commence par la partie arnaque juste pour donner un heads-up. Attention, sur les réseaux sociaux, il y a plein de fausses pubs déjà pour des faux tokens. Les Amazon Coins, les Tesla Coins, avec des deepfakes faits avec la tête d'Elon Musk ou Bezos. Il y en a beaucoup, des pièges comme ça, et les pièges sont de plus en plus sophistiqués. Donc attention déjà à tout ça qu'on peut voir sur les réseaux. Il y a des tonnes de pièges où les gens peuvent se faire avoir, où ils envoient de l'argent. Et aussi attention, il y a même des gens qui se font passer pour moi. Il y a des faux comptes Telegram. Je ne suis pas sur Telegram. Il y a des faux comptes Telegram qui sont passés pour moi, qui appellent les gens, qui demandent de l'argent. Faites attention à tout ça. Moi, je suis juste sur Instagram et d'autres plateformes, mais pas Telegram. Et j'appellerai jamais des gens que je ne connais pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à tous les modèles qui existent. Donc, en crypto, si tu veux, il y a plein de moyens de gagner de l'argent. Ils sont tous plus ou moins simples ou compliqués. J'estime que l'investissement long terme, c'est le plus logique et le plus facile à mettre en place une fois qu'on a les bons fondamentaux et qu'on est formé. Maintenant, il y a le trading. Donc, il y a plein de choses sur YouTube. La plupart des vidéos, c'est des traders.
Le problème, c'est que tous les jours, ils secouent tes émotions. Ils te disent « Ah, la chute, le crash », le lendemain, c'est « Ouah, le bull run ». Et si tu veux, du jour au lendemain, tu es sans arrêt en train de faire l'ascenseur émotionnel et du coup, tu fais n'importe quoi. Donc déjà, attention à ça. Prenez un max de recul et n'ayez pas une vision court terme et aussi étroite, et une vision long terme et large. Ça veut dire voir le cycle dans son ensemble et pas regarder juste les graphiques de prix. Considérer la macroéconomie, les cycles, les on-chain, etc. C'est ce qu'on fait nous. Ensuite, il y a plein de modèles qui ne sont pas viables au milieu. Donc, il y a les marketing de réseau, les robots traders et les signaux de trading. Donc, les marketing de réseau, je le sais parce que j'ai co-développé un business qui était dans ce domaine-là. Tout ce qui est produit financier qui n'a pas de produit physique, très souvent, c'est un Ponzi. Très souvent, c'est un scam. Et très souvent aussi, on va te vendre un produit ou un robot dans ce MLM qui n'est pas viable non plus. Pourquoi ? Parce que les robots sont viables dans une configuration de marché. Un robot, il va être performant soit dans un range à plat, soit en montée, soit en descente. Mais il est quasiment jamais performant dans deux configurations. Ce qui veut dire qu'il peut te donner des rendements sur une période qu'on vient de voir. Par contre, il va foirer sur les mois qui arrivent. Ouais, donc attention à ça. Et les signaux de trading, c'est encore un autre type. Donc, il peut y en avoir des viables. Il peut y avoir des traders qui sont très bons, qui te donnent des bons signaux de trading. Il peut y avoir du copy trading qui est viable. Si tu plugs ton portefeuille sur une plateforme et que le trader derrière il est bon, ok, c'est extrêmement risqué quand même. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les signaux de trading, il y a deux choses. Soit la personne, elle t'envoie des signaux, il faut être tout de suite sur le groupe et tout de suite faire le trade. Et souvent, il est trop tard, même quand tu vois le message, parce que le trader qui te donne le signal l'a déjà pris et le prix a déjà bougé. Mmh. Ou alors, et ça c'est souvent le cas, c'est ce qu'on voit sur tout ce qui est Forex, etc. Donc, les mecs t'envoient au casse-pipe, c'est-à-dire qu'ils font des groupes, ils te vendent du rêve et ils te font en fait s'inscrire sur des plateformes comme BitGet ou d'autres plateformes. Ils touchent une belle commission, ils touchent encore plus de commission si tu perds de l'argent, mais ils s'en foutent que tu gagnes ou pas en fait. Si tu veux. C'est juste, il faut qu'ils te fassent inscrire sur la plateforme parce qu'ils touchent $1000 quand tu t'inscris. Et après, ils se dédouanent. Ouais, basta, ouais. Donc faites très attention. Il faut, si vous voulez suivre quelqu'un, faites avec quelqu'un qui soit transparent et qui se mouille un peu. Nous, c'est ce qu'on fait dans Réussir en crypto. On dit exactement ce qu'on fait à un instant T. Et tu caches rien ? Eh ben non. On dit exactement ce qu'on fait à chaque instant. Tu le fais sur tes propres wallets, etc. Voilà. Si tu veux, je donne des portefeuilles qui vont imiter les miens. Il y a un truc que je dis jamais, c'est mon capital exact, parce que j'ai pas envie que ce soit public. Par contre, je donne en temps réel exactement ce que je fais à l'échelle des portefeuilles que je donne en exemple dans Réussir en crypto. C'est fort. Franchement, c'est fort. Je sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Moi, j'ai préparé quand même une liste. Grosso modo, aujourd'hui, l'obstacle le plus important que tu as rencontré en crypto ? Ouais, en crypto, ouais. Bah, c'est la psychologie. C'est la psychologie que tu as envers toi-même, enfin ta propre psychologie et celle du marché, donc la psychologie de masse. Il y a déjà des moments où tu t'es dit, tu vois, moi je me dis par exemple, après c'est parce que je suis pas du tout dans le truc, tu vois, mais je mets 2000, 3000 balles, je monte à 100 000, 200 000 et je redescends après à 10 000. En vrai, t'en veux. Ouais. Je commence à me dire putain, mais je suis un tocard ou quoi, tu vois ? En fait, bon, si tu veux, le marché, un marché financier, c'est un mouvement psychologique de masse. Et le cycle psychologique, c'est toujours le même. Ils passent toujours par les mêmes étapes. Tu as une phase au début de peur et de capitulation où les gens qui sont rentrés au sommet dernier finissent de vendre et où tout le monde se dit Bitcoin est mort. Ouais. Et c'est le moment où il faut être super contre-intuitif et être capable d'aller à contre-courant et te dire, même si c'est tout en bas, j'y vais, je rentre. Parce que en fait, tu ne sais pas exactement si c'est tout en bas à ce moment-là. Si tu as les bons outils, tu es capable de savoir que c'est la zone d'accumulation. Là, tu accumules et ce qui est dur à ce moment-là, c'est ton entourage. Où tout le monde essaie de te décourager, ou si tu n'as pas des convictions extrêmement fortes parce que tu comprends vraiment la technologie, tu sais où ça va, tu n'arrives pas à investir à ce moment-là. Donc si tu arrives à le faire, tant mieux. Le prix commence à monter, tu as une phase de relance où on passe dans l'espoir, puis dans la croyance. Et c'est une phase où si tu veux, il n'y a pas vraiment de mouvement. C'est ceux qui étaient là au début qui renforcent leur position et tu as un peu de nouveaux entrants. Et tu arrives en sommet de cycle à une phase d'euphorie. Et c'est là où l'émotion est la plus forte. C'est là où l'émotion est la plus forte. C'est ce qu'on appelle le FOMO, donc la peur de manquer le train. Où tous ceux qui n'étaient pas rentrés jusque-là, ils se jettent dans le marché. Donc c'est grosso modo ce qu'on voit à partir du moment où Bitcoin passe son plus haut connu. Donc là, ça devrait arriver cette fin d'année 2024. Et c'est une phase qui peut durer quelques mois à un an. La vraie euphorie, elle est sur la toute fin, elle dure que 1 à 2 mois en général. C'est ce qu'on appelle la saison des altcoins, où tout est vertical. Mais si tu veux, donc, les gens ont peur tout en bas. Ceux qui sont arrivés au sommet dernier vendent à perte, ou alors les nouveaux n'osent pas y aller. La smart money, donc ceux qui sont expérimentés comme nous, rentrons. Personne vient au milieu. Et en sommet de cycle, tous les nouveaux entrants reviennent dans le marché ou démarrent et achètent au mauvais moment. Et nous, on leur vend dessus, entre guillemets.
Si tu veux, nous, on a fait les choses à contre-courant. Et donc, la difficulté dans tout ça, c'est d'être à contre-tendance avec ta psychologie à toi, à titre personnel, et savoir lire la psychologie de masse pour savoir où est le marché. Ça, on peut le faire avec des outils. Franchement, c'est vachement fort ça. Et tu parlais d'un mentor, enfin pas un mentor que tu as eu, mais quelqu'un que tu suivais beaucoup à l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelqu'un qui t'inspire particulièrement, avec qui tu échanges régulièrement, un mentor en fait finalement, que tu suis régulièrement En fait, j'ai pas vraiment de mentor à titre personnel. J'ai toujours eu, si tu veux, YouTube, quoi. En fait, il y a eu plusieurs inspirations. La première inspiration que j'ai eue, c'est le père d'un copain qui était un gros entrepreneur, qui a fait un exit à plus de 100 millions, qui avait une boîte de logiciels. Ouais. Et quand j'étais ado, si tu veux, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir un super lifestyle en entreprenant. Et j'ai vu faire, je l'admirais et tout. Et c'est lui qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est mon premier commerce, etc. Et si tu veux, je ne l'ai pas vu pendant des années et je l'ai revu récemment. Et j'étais trop content de lui expliquer mon parcours, ce que j'avais fait et tout. Et de pouvoir lui... Par fierté, de dire, ouais, regarde et tout. C'est ça. Surtout quand j'étais ado, si tu veux, son fils, donc un de mes meilleurs amis, est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, on va dire, et qui a tendance à faire pas mal de conneries. Et si tu veux, il avait tendance à faire un peu n'importe quoi avec la carte bleue de son père et ça me retombait toujours sur le coin de la gueule. Il pensait que c'était moi qui l'influençais, si tu veux. Et si tu veux, j'avais un peu une revanche à prendre là-dessus pour lui montrer que c'était pas moi, si tu veux, qui faisait n'importe quoi, que j'étais quelqu'un de bien et que j'avais du potentiel, tu vois. Ouais. Donc j'avais envie de lui prouver que j'étais quelqu'un. Donc de pouvoir lui montrer ça, si tu veux, ça m'a fait quelque chose. Et en fait, ces dernières années, j'ai pas eu de mentor vraiment. Par contre, j'ai écouté des gens qui m'inspirent encore beaucoup aujourd'hui, notamment Raoul Pal, qui est un analyste américain, qui était un mec qui était à la tête d'un hedge fund, qui était un ancien de Goldman Sachs, qui a 25 ans de bouteille dans l'analyse de marché et qui a, je trouve, une vision super zen et très smart de la macroéconomie et de l'impact sur les cryptos. Et lui m'a beaucoup aidé, de l'écouter dans son contenu premium, ça m'a beaucoup aidé, si tu veux, à agir de façon saine en termes de psychologie. Du recul. Ouais. Et comme je disais, Bob Lucas pour la partie analyse de cycle. C'est les deux vraiment qui m'ont inspiré. Et puis j'aime bien écouter aussi Michael Saylor, qui est aujourd'hui le plus gros détenteur de Bitcoin, mis à part le fondateur, qu'on ne connaît pas. C'est ouf quand même c'est incroyable. Qu'on ne connaisse pas le fondateur, tu vois. Ouais, mais justement, c'est une des forces de Bitcoin. C'est parce qu'on ne le connaît pas que le réseau n'a pas été détruit. Parce que si son portefeuille venait à bouger, on perdrait la confiance dans le réseau. Tu vois, ce mec, il se dit quoi en vrai ? Tu penses que si un jour il est connu, s'il existe vraiment, etc., ça va faire que... je pense... Ça peut être un point, comme on parlait au début, qui peut faire que Bitcoin... Je pense que personne n'y croira. La semaine dernière, il y a un mec qui essayait de se faire passer pour le fondateur encore. Tout le monde s'en foutait. Ouais, donc je pense que même le vrai fondateur, ça se trouve, si quelqu'un dit c'est lui, les vraies puissances le connaissent ou pas ? Aucune genre idée. Elon Musk, etc. Aucune idée. Il y a des gens qui spéculent que c'est la CIA parce que le système de cryptage qui est utilisé par Bitcoin, il avait été créé par la CIA il y a quelques années. C'est possible. Maintenant, il faut que ça reste anonyme. En fait, il y a un truc qui viendrait vraiment corrompre la confiance dans Bitcoin, c'est si le portefeuille du fondateur, qui aujourd'hui a 2 millions de Bitcoin, venait à bouger. Si ça venait à bouger, ce qui n'a jamais bougé depuis le début, il y aurait une perte de confiance dans le réseau, ça pourrait tout foutre en l'air. Avoir un impact important. Ouais. Et forcément sur toutes les autres cryptos aussi. Tout est lié à Bitcoin. En fait, c'est important ce que tu dis là, parce que si tu veux, donc, tout bouge parce que Bitcoin bouge. C'est vraiment la pierre fondatrice Bitcoin, parce que ça a apporté la technologie sur laquelle se reposent toutes les autres crypto-monnaies, ou du moins des dérivés, si tu veux. Donc évidemment, si l'actif phare, qui est la réserve de valeur, venait à s'écrouler parce qu'il y avait une perte de confiance, la techno pourrait derrière avoir du mal à être adoptée. Ouais. Wow, c'est vraiment un sujet. C'est technique. Il peut y avoir une perte de confiance. C'est vrai qu'il y a à la fois l'aspect technique et aussi l'aspect confiance qui est énorme sur Bitcoin, quoi. En fait, c'est comme le dollar. Si tu veux aujourd'hui, ou les devises fiat, donc l'euro, le dollar, le yen ou quoi. Pourquoi on s'en sert aujourd'hui ? Parce qu'il y a une notion de confiance. Les gens ont confiance en leur état en se disant que ce bout de papier-là, il a de la valeur. Si demain on perd de la confiance et que plus personne ne veut l'utiliser, la valeur s'effondre. J'ai une question peut-être qui va te faire rire. Est-ce que parfois tu as cette sensation quand tu revois tes proches, etc., de leur parler d'un truc, mais genre méconnu pour eux ? Tu vois, par exemple, avec tes proches, par exemple tes parents, tes frères, tes soeurs, tes cousins, etc. Est-ce que tu as la sensation parfois de beaucoup d'entrepreneurs d'expliquer ton truc, mais que personne comprenne, tu vois ? C'était le cas pendant 7-8 années. Ouais. Il a fallu qu'ils me voient sur scène au Zénith de Paris devant 4200 personnes il y a 2 ans. Ils étaient là ? Pour enfin m'écouter. Ils étaient là ? Mes parents étaient là. Mes amis m'ont vu sur YouTube. Forcément, ouais. Et si tu veux, jusque-là, ils voulaient pas... pourtant, j'ai insisté, mais ils voulaient pas prendre le coche. Ils voulaient pas investir. Où ils arrivaient au sommet, si tu veux. Et en fait...
J'ai eu beau leur expliquer ma vision, le potentiel ou quoi, si tu veux, pour eux, mettre 500 balles dans une crypto, c'était un gros risque, tu vois. Alors que moi, je mettais 54 000 pendant que je leur expliquais, tu vois. Et même cette année, j'ai remis des centaines de milliers. Je leur disais, les gars, c'est le moment, allez-y, allez-y, allez-y. Il y en a quelques-uns qui ont pris le cap, mais la plupart non. Et il n'y a que récemment là où ceux qui sont réticents depuis 9 ans se sont dit, vas-y, ok, je rentre dedans, comment on fait? Ça m'a fait un peu peur, parce que généralement, quand il m'écrit, c'est surtout un de mes meilleurs amis, il a le chic pour m'écrire le jour du bottom du cycle et le jour du sommet de cycle. Il réagit extrêmement au cycle en termes d'émotion, et il fait les choses à l'envers. Au dernier cycle, il a pris du levier au sommet de cycle quand il fallait pas, si tu veux, donc il a tout perdu. Et quand lui et son père sont venus me demander récemment conseil, je me suis dit, merde, c'est pas bon ça, j'espère qu'on n'est pas déjà en sommet de cycle. En vrai, je sais que non, parce qu'il y a des tonnes d'indicateurs qui montrent que non. Mais si tu veux, je m'en servais un petit peu de sonde. Je m'en servais de sonde pour me dire. T'as une proximité aussi quand même avec la personne, donc t'as un peu ce poids aussi, tu vois, mentalement, de te dire, oh, putain, je vais pas le... Enfin, tu vois, pas leur faire perdre de l'argent. Non, bah évidemment, mais si tu veux, évidemment, mais en fait, je veux qu'il gagne de l'argent lui aussi. Mais c'était quand même bien, c'était un petit plus sympa à avoir pour sonder la psychologie du marché, de voir quand il m'écrivait ce qu'il me disait par rapport à ce marché-là, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, je t'ai dit, s'il m'écrivent maintenant, c'est peut-être que ça, c'est que ça sent pas exactement bon au sommet, parce que normalement. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. Je crois que c'était, je pense que c'était en 2019. J'étais en voiture avec mes potes, j'allais à Lyon, donc avec lui et un autre de mes meilleurs amis. Et je leur montrais mon portefeuille crypto qui ne devait pas valoir grand-chose. Je devais être peut-être, je sais pas, à 100 000 $. Et je leur disais, vous verrez les gars, dans 2 ans, si tout va bien, je serai à au moins 2 millions de $. Et si tu veux, il souriait, il se regardait avec le sourire en coin, il se foutait un peu de ma gueule. Et fin 2020, je passais mon premier million de $. Et j'ai pris un screenshot de mon portfolio et je l'envoie à mon meilleur pote. Donc j'ai gardé ce screenshot et des fois je le montre. Et ça, c'était un moment assez jouissif, si tu veux. Bah ouais. Me dire, vous voyez les gars, c'était possible. Et puis après, il y a encore un multiple en plus là-dessus, tu vois. Mais c'est le genre de moments qui sont, que tu savoures. Bah ouais, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu ce saint graal, tu vois, Ouais. de passer le premier million d'euros de chiffre d'affaires, Ouais. le premier million en wallet, etc. C'est une fierté, tu vois. C'est un symbole quand même pour un entrepreneur. Bah ouais, parce qu'il y a que toi qui peux comprendre ta vision, d'où tu veux aller. Personne d'autre peut savoir où tu vas et personne peut avoir l'enthousiasme que tu peux avoir par rapport à ton projet ou par rapport à ton investissement. Donc forcément, si toi, tu n'as pas une conviction forte, une motivation intrinsèque et un plan très clair où tu veux aller, et une confiance en toi, personne ne l'aura pour toi. Donc il faut absolument que tu te fasses confiance, que tu aies un plan précis et que tu cravaches en faisant abstraction de ce que tu penses autour de toi pour aller au bout de ton plan, si tu veux. Il y a un point qu'on va aborder juste après, là, dans 3-4 petites minutes. Avant d'aborder ce point un peu immobilier, on va changer parce que tu m'as dit que tu étais aussi investisseur immobilier. Ouais. J'aimerais bien que tu me fasses une description avec tout ce que tu viens de nous raconter. Tu as accompli des choses quand même de dingue aujourd'hui. Je pense que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent en ont conscience. Tu vas parler à la 3e personne et je veux que tu me décrives Quentin il y a 10 ans. Il y a 10 ans. 23 ans du coup. Ouais, Quentin, 23 ans, il y a 10 ans, se cherchait désespérément à la recherche d'un projet entrepreneurial, d'une start-up, voulant absolument devenir multimillionnaire à 25 ans ou plus tard. 3e personne. Quentin venait de terminer un tour du monde en sac à dos qui a été la meilleure expérience de sa vie. 8 mois et 8 pays, je crois. Seul ? Avec mon meilleur ami. 4 mois en Australie, puis Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Hong Kong, Chine, Japon et Inde. 8 pays. Une expérience de malade. Retour en France, dépression. Qu'est-ce que je fous là? Tu vois, parce que après avoir vu le monde et découvert plein de choses, et puis du coup avoir pris une leçon de vie, parce qu'avant de faire ça, t'es personne, tu comprends pas comment fonctionne le monde, quoi. Se demande, ok, qu'est-ce qu'il fait maintenant de sa vie? Quentin postule dans une école à la Sorbonne de Paris pour faire un diplôme en management, refusé. Donc retour au freelance, auto-entreprise, pour faire des heures en architecture. À la recherche de soi, de son pourquoi, et finalement va trouver le Master SPA Entrepreneur de l'EM Grenoble, qui est un diplôme HEC, numéro 1 en Europe en entrepreneuriat. Postule par dérogation, il est accepté parce qu'il n'a pas un bac plus 5 mais un bac plus 4. Accepté parce que extrêmement motivé et parcours atypique. Fini major de promo. T'as fini major de promo ? Fini major de promo. J'ai sauvé une entreprise de 400 salariés avec le concours SEO BDO SOS Business. Gagne un Startup Weekend.
C'est là où tu as commencé vraiment à être dans le truc là. Ah, là, j'ai compris, je parle à la troisième personne encore, quand tu as compris qu'il avait du potentiel et que surtout, il avait une très bonne compréhension de l'humain, l'entrepreneuriat, le monde, l'investissement et qu'il avait beaucoup plus la dalle que les 50 autres personnes dans sa promo. Tente des startups qui ne marchent pas, commence à construire son réseau et accepte, en fait, quand on avait besoin d'un stage pour valider son Master Spé, et à ce moment-là, il voit un job à Bali en marketing affiliation et se dit vas-y, allez, je tente ça. Donc il est parti à Bali. Je repasse à la première personne parce que j'ai un petit peu de mal. Tout à l'heure, il met Quentin. C'est pas genre il, c'est Quentin. C'est dur à faire comme exercice. Je viens à Bali, donc c'était début 2016. Je prends ce job de marketing affiliation. On développait des sites de code promo. Donc j'avais pour mission de monter une équipe pour le site français. Je recrute 2 stagiaires et j'étais avec Bastien, un copain qui est encore là à Bali aujourd'hui. On est 4 pour la boîte Potential. C'était un site qui s'appelait ecoroy.fr. On bosse 4 mois là-dessus et puis ça nous gonfle. Pas de potentiel de croissance et nous, il nous fallait plus, on avait plus d'ambition, etc. Donc au bout de 4 mois, basta. Je plaque. J'avais fait les 4 mois qu'il fallait pour valider ce stage, entre guillemets, et je me focus sur ma thèse professionnelle qu'il fallait que je rentre. Donc après 6 mois à Bali, je rentre en France. Ça a été très très dur parce qu'à Bali, je me suis découvert. T'as eu la même sensation que quand t'avais fait le tour du monde quand t'es rentré ? À Bali encore plus. Ouais. Je me suis vraiment découvert. J'ai découvert le monde des digital nomades. J'ai découvert le dropshipping. J'ai découvert la liberté, l'Asie façon indépendant. Et c'était très dur. J'avais pas envie de rentrer, mais je devais rentrer pour plusieurs raisons, notamment un projet immobilier et rendre ma thèse. Et pendant 3 ans et demi, j'étais bloqué en France et j'avais qu'une envie, c'était revenir à Bali. Mais j'avais des projets, etc. Je suis allé habiter au Portugal entre-temps, bref. Et mon stagiaire de l'époque, Étienne Mimi, lance son dropshipping avant moi, fait 2,4 millions de CA la première année, lance la première formation francophone en e-com, en dropshipping, et explose. Et moi, j'arrive pas à faire des très beaux chiffres avec mon e-com, ça m'avait un peu frustré. Donc j'étais désespérément à la recherche d'un projet de start-up, quoi, après ça aussi encore. Donc tu vois, c'était ça, il y a 10 ans, c'était beaucoup de recherches, beaucoup etc. d'opportunités. Beaucoup de frustration, beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs. Et donc, sommet 2021, pour faire vraiment un fast-forward, au moment où, si tu veux, je fais un gros multiple sur mon capital, en fait, c'est le moment où j'ai pu souffler parce que je me faisais saigner depuis 1 an et demi dans ce projet où je bossais jour et nuit avec des équipes de développeurs en Inde, avec peu de budget, perdre de l'argent, etc. dans le deuxième e-com. Je plaque, je souffle, je prends du temps pour moi. Et en fait, moi, j'avais l'argent de côté, du coup, j'étais tranquille. Je commence à investir dans l'IMO, etc. On en reparlera. Et je commence à parler crypto autour de moi juste parce que j'avais envie d'aider les gens. Et ça m'animait profondément. Et puis, je voulais mettre à disposition tout ce savoir que tu avais engrangé pendant. Ouais, en fait, c'était vraiment désintéressé. C'est juste que j'aimais vraiment ça. Et les gens me demandaient, parce qu'on arrivait au sommet de cycle, donc les gens me posaient la question, parce qu'ils savaient que j'allais faire multiple, tu vois. Et en fait, naturellement, en est découlé réussir en crypto parce que c'est là qu'il y a un point extrêmement important sur lequel je voulais appuyer, c'est que à ce moment-là, j'ai compris quel était mon pourquoi. Mon pourquoi, ça faisait 10 ans que je le cherchais, que j'arrivais pas à le formuler et que vraiment, j'étais perdu dans ma vie. Et grâce au bouquin de Simon Sinek, Trouvez votre pourquoi, j'ai réussi à mettre le doigt dessus, à le formuler et à être enfin aligné avec moi-même, avec qui je voulais être, avec ce que je voulais faire et ce que je voulais apporter au monde. Et ça, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais à n'importe qui démarre dans n'importe quoi, c'est démarrer par le pourquoi. Définir qui tu es, ce que tu apportes au monde, quelle est ta vraie valeur ajoutée, qu'est-ce qui t'anime profondément. Et ça, c'est vraiment un processus, un exercice à faire. Donc, prenez le bouquin, vous verrez, ça va vous aider. Et quand on a ça, en fait, on n'est jamais à court de motivation. Tous les matins, on se lève, on sait qu'on a de l'impact sur le monde, on voit l'impact qu'on a, et du coup, ça nous motive et ça donne du sens. Et quand Chris m'a proposé ce projet Réussir en crypto, le cadeau qu'il m'a fait, c'est qu'il a donné du sens à ma vie, si tu veux. Et c'est pour ça que depuis, je suis hyper épanoui et encore plus passionné par la crypto, parce que je sais que ce que je fais, ça aide des gens à construire leur liberté. Et c'est ça mon pourquoi. Et t'aurais aimé avoir ce genre de choses quand tu as commencé ? J'aurais aimé l'avoir plus tôt. Et en fait, je me suis toujours dit, putain, mais ça, on devrait le faire au lycée, quoi. Quand tu es au lycée, on devrait bosser sur notre pourquoi, savoir quelle est notre valeur ajoutée et démarrer par ça. Et malheureusement, on ne le fait pas. Et c'est pour ça que, pour moi, l'école, c'est une machine à esclaves. On nous envoie juste dans le marché du travail et après, les gens sont dans un rail qui leur plaît pas. Il y a tellement de sujets, je pense. On en parle souvent avec Matt, mais tu vois, il y a des cours à l'école comme tout ce qui est un peu, notaire, tout ce qui est... On dit le parcours d'un
Tu vois, après l'école, c'est acheter sa maison, faire des enfants, etc. Mais on t'apprend pas. Le schéma sociétal. Voilà. Mais ils t'apprennent à aller dans le schéma sociétal, mais ils t'apprennent pas des phases essentielles du schéma sociétal, par exemple. Pas l'analyse critique. Aller chez le notaire, lire une fiche de paye, etc. C'est genre tout ce qui est mutuelle, assurance maladie. Tu vas avoir 99% des gens qui sont au lycée, même en études supérieures. Tu leur demandes ce que c'est une mutuelle, une assurance maladie, un compromis chez le notaire, un acte de vente, etc. Mais je suis sûr et certain, les gars, qu'il n'y en a aucun qui est capable de te répondre. Hein. Ouais, mais parce que, si tu veux, l'école, elle a été conçue pour créer des travailleurs et des bons payeurs d'impôts. Si tu veux, un État, c'est une entreprise. L'entreprise, elle a besoin d'avoir une démographie en croissance, donc une population en âge de travailler qui grandit et qu'elle soit productive. C'est comme ça qu'elle génère de la croissance économique, qu'elle s'enrichit et qu'elle devient puissante. Et du coup, l'école, c'est le point de départ pour aller créer des bons travailleurs et des bons payeurs d'impôts pour financer l'État. C'est pour ça qu'on n'incite pas les gens à devenir entrepreneurs et à s'en sortir. Et à partir du moment où les gens comprennent qu'en France, c'est devenu extrêmement difficile d'entreprendre à cause des impôts et plein d'autres choses, ils s'en vont. Et l'État ne veut pas ça, si tu veux. Ouais, ils veulent faire en sorte qu'ils payent plus, quoi. Voilà. C'est le schéma logique. Sur les investissements IMO, parce que c'est un peu notre cœur de métier, de business un peu aujourd'hui. Tu vois, on accompagne donc les agents immobiliers, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans l'IMO? Comment ça se passe de ton côté? On peut voir sur tes réseaux sociaux que t'es propriétaire à Bali. Ouais, en leasehold de ce que j'ai pour le moment, mais j'achète du freehold sur l'année qui vient. Ouais. Ok, comment t'investis? Comment ça se passe sur la partie IMO? J'ai commencé en France. J'ai fait un premier bien, un petit immeuble de 2 appartements en 2013-2014 avec mon père. Ok. Achat réno? Achat réno, location, subvention ANA, on l'a encore ce bien. Ensuite, on a fait 2 achats-reventes avec mon père. La maison de ma voisine qui était en vente, j'ai vu qu'il y avait un terrain constructible, donc on a acheté la maison, détaché le terrain, revendu le terrain, rénové la maison, revendu la maison, plus-value. Deuxième opération immobilière, on achète un immeuble qui était un de nos clients, c'était des bureaux d'une usine. Sur ton secteur? Ouais, à côté de Lyon. 3 plateaux de 250 mètres carrés, 2 qui étaient des bureaux, un sous-sol semi-enterré. Donc ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a créé une rampe sur l'arrière du terrain pour descendre, créer une porte de garage et faire 6 garages en sous-sol. Ok. Découpe du coup? Découpe. Ensuite, premier étage, on a fait un seul grand plateau en bureau qu'on n'a toujours pas vendu parce qu'on a eu, depuis toutes ces années, on a eu 2 personnes qui ont eu un refus de prêt. Puis, il y a eu la hausse des taux au milieu, etc. Ça a traîné. Ouais. À l'étage, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 plateaux. On a gardé l'avant pour faire nos nouveaux bureaux. On a vendu les 4 plateaux derrière. Dehors, on a un terrain de 1000 m² sur lequel on a fait la masse de places de parking qu'on a vendu aussi. Voilà. Deuxième opération. Gros projet quand même. Gros projet, pour tout te dire, le projet a coûté 600 000. On a mis que les frais de notaire de 20 000 €. On a emprunté 500 000 à la banque. Quand on a fait la première vente, les 80 000 qui dépassaient, on les a gardés pour financer la fin des travaux. Plus-value globale, une fois qu'on aura fini, on estime à 1 million, prix de revente global à 1,2 million. Ok. Plus-value brute 600, plus-value nette 400. En ayant mis 20 000, c'est bien, tu vois. On a juste mis beaucoup de temps pour le faire parce qu'on ne sait pas vraiment mettre sur le projet. C'est très bien. Ouais. C'est ultra smart, ouais. Et j'ai aussi racheté 50% d'une SCI où il y avait mon père et mon oncle. Je l'ai payé que dalle. Je crois que je l'ai payé que 25 000. Enfin, mon oncle m'a fait un cadeau. Dans lequel il y avait du bien? Il y avait 2 apparts et 2 garages. Mon oncle m'a fait un cadeau. On a déjà revendu à des couples, donc j'ai fait ma plus-value, etc. Et voilà, ça c'était pour la France. Et arrivé à Bali, si tu veux, j'avais un rêve parce qu'il y a quelques années, je voyais les vidéos de mon associé actuel, Christopher Wangen, sur YouTube, faire la Villa Santi à Ubud. Et je disais, putain, j'en rêve. Je voulais faire la même chose, si tu veux. Et donc, je suis revenu à Bali. J'ai eu mon portfolio crypto qui a fait un gros multiple. J'ai vendu un tiers. Et avec ce tiers, j'ai gardé de côté du cash pour acheter du Bitcoin fin 2022. Et puis, j'ai acheté 3 baraques. J'ai acheté 3 villas sur 2 modèles différents. Il y a 2 villas où je me suis dit, je vais faire du Airbnb, mais je ne voulais pas faire comme tout le monde, aller voir un constructeur, même s'il y en a des bons comme Magnitude. Le projet des 3 villas, c'était du programme, du neuf. Où tu voulais acheter. Comment ça s'est passé? C'est 3 rénovations. Je vais te donner ça en détail. Donc, moi, je voulais pas. Si tu veux, je voulais pas mettre 400, 450 000 dans une maison pour l'acheter 30 ans et si tu veux tout immobiliser dans une baraque. Ce que je voulais, c'était faire plus de rendement. On était pendant la phase de la grippe, Bali était fermé, il y avait des super deals à faire et il y avait des bonnes négos à aller chercher. Donc moi, je m'étais dit, en fait, pour 400 000, je peux pas faire qu'une seule maison, je peux en faire 4 avec mon modèle à Bali. Donc si tu veux, j'ai commencé par en faire 2.
j'ai acheté 2 maisons où j'ai dit au propriétaire, écoute, je t'achète la maison en l'état, je te paye, on s'engage sur 10 ans renouvelables et je te paye chaque année 2 ans de lease. Donc sur les 5 premières années, je paye 2 années de lease. Donc pour démarrer un projet, ça me coûtait 2 années de lease et les travaux. Il y a une petite maison de 3 chambres que j'ai fait d'abord qui m'a coûté environ 65 000 euros, 70 000 euros. 65, donc 2 années je crois. de lease plus la réno. 2 années de lease plus les rénaux. Ouais. La Villa Ravenna, les travaux ont duré 6 mois, il me semble. On l'a mis en location. Elle s'est très bien louée les premiers mois, un peu moins après. Je l'ai vendue parce que je voulais plus de capital pour finir un projet et puis remettre plus en crypto. T'as pas perdu d'argent? Non. Ok. J'ai fait en même temps une deuxième maison, la Villa Medjan, que j'ai toujours. Villa de 4 chambres en plein de Canggu, premium, une villa magnifique. Pareil, 2 ans de lease et les travaux, ça m'a coûté 90 000. Cette baraque, elle m'a rapporté, je crois, environ 55 000 net la première année. 50% grosso modo. Ouais, 60 ou 65% de renta net la première année. Et si tu veux, sur ces modèles-là, c'est chaque année, je paye 2 années de lease au propriétaire. Et en fait, avec le cash flow que génère la maison, je paye les années de lease, mais en plus, j'ai une marge. Et je peux choisir quand je veux de détendre le lease. Et en fait, si tu veux, ce modèle, il était tellement intéressant que je me suis dit, putain, il y a d'autres opportunités, mais je ne veux pas mettre mon cash là-dedans, je veux le garder pour les crypto-monnaies, je vais faire rentrer les investisseurs. Donc après avoir fait ces 2 maisons, on en a fait 4 de plus avec des investisseurs. Donc on a créé Chaya Villa avec une associée ici qui est irlandaise qui s'appelle Anna, parce qu'elle avait géré, si tu veux, la rénovation de mes premières maisons. Donc j'ai dit, écoute, on s'associe, je trouve les deals, je structure les deals, je supervise le projet architectural parce que je savais le faire. Ouais, forcément. Toi, tu gères les entreprises, tu fais le suivi de chantier et après tu fais la gestion locative. Et à ce moment-là, j'ai fait rentrer 4 investisseurs. Un investisseur par maison. Ils avaient un ticket entre 100 et 110 000 par maison. Donc on a fait sortir 4 villas de terre comme ça. Il y a eu 2 rénaux et 2 maisons qu'on a fini de construire sur le même principe. 2 années de lease d'abord, puis on paye 2 années de lease chaque année. Et les maisons sont toutes en place aujourd'hui. Il y en a 2 qui tournent très bien, 2 qui tournent pas terrible. Et là, c'est un point important que je veux soulever, c'est que le marché est extrêmement rentable quand on a fait ces maisons-là. Il l'est beaucoup moins maintenant à Canggu, parce qu'il y a 2 fois plus de villas qu'il y a 2 ans. L'offre et la demande, Il y a eu énormément de constructions qui sont arrivées. La qualité devient, c'est de mieux en mieux si tu veux. Et puis le marché s'est extrêmement développé. Il y a beaucoup de constructions à Ubud, aussi dans le sud, donc la demande s'éparpille. Donc c'est des villas qui tournent encore bien. Il y en a 3 qui tournent très bien, parce que la Villa Ravenna, je l'ai revendue. 2 qui tournent moyen. Et puis il y a une dernière villa. Donc c'est la 3e que j'avais achetée. C'est la villa où j'habite, la Villa Propulsa. Et là, c'est un modèle différent. Là, je me suis dit, bon, j'en ai marre de galérer à sauter de logement en logement tous les quelques mois parce qu'avec Caro, on avait toujours habité dans des 30 mètres carrés et on changeait tous les quelques mois parce que soit on se faisait mettre dehors parce que c'était un bien Airbnb puis ils voulaient monter les prix, soit ça allait plus. Et j'ai trouvé une super maison, j'ai vu le potentiel, j'ai dit, vas-y, je me prends ça pour 20 ans, tant pis si ça me coûte un billet, je vais faire une maison de malade et on va être bien ici, tu vois. Donc j'ai acheté la Villa Ravenna. Vraiment vision long terme, investissement. Ouais, je me suis dit tant pis, c'est un passif, ça va me coûter un billet, mais vas-y, tant pis, je le fais, je peux me le permettre. J'achète cette maison, pour 20 ans, ça me coûte 200 000 euros, une maison de 250 mètres carrés sur 500 mètres carrés de terrain. Je mets 200 000 euros de travaux, je fais un projet hors norme, je mets le gros budget sur les matériaux, je voulais faire une grosse maison noire bien design, et j'ai suivi ce projet de A à Z, c'était mon bébé si tu veux. Et au final, j'ai même acheté la rizière devant chez moi pour 5 ans, ça m'a coûté 435 000 en tout. Et puis une fois que j'ai fini la maison, je me suis dit putain, il y a un truc qui va pas là. J'ai dérogé à ma règle. C'est la première fois en 10 ans que je diffère pas le plaisir. C'est la première fois en 10 ans que je me paye un truc et que je n'investis pas cet argent. Et là, j'ai culpabilisé. J'ai dit je suis trop con. Ces 435 000, j'aurais dû les mettre dans Bitcoin. Du coup, j'ai refinancé ma maison. Donc à ce moment-là, j'ai proposé à des investisseurs de me prêter de l'argent sur 2 ans à 12% annuel. Et j'ai levé 300 000. Donc j'ai refinancé ma maison avec la maison que j'ai mis en hypothèque. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires jusqu'à ce que je les rembourse. J'ai levé 300 000. Je leur donne 12% par an. Je dois les rembourser au plus tard en juillet 2025. Et avec ces 300 000, il y a 220 000 que j'ai utilisé pour acheter 7 bitcoins à 29 000 $ et quelques. Donc 7 et quelques bitcoins. À 29 000 Ouais. Il y a 1 an et demi. Et il y a une partie du cash que j'ai conservé pour investir un peu plus tard en crypto au cas où le marché descendait un petit peu plus. Et c'est ce que j'ai fait. Le marché n'a pas vraiment baissé, mais par contre, j'ai pu diversifier dans d'autres altcoins. Et du coup, si tu veux, ça a été une bonne affaire parce que pour le moment, je suis à x2 sur ce capital-là. J'ai déjà remboursé un tiers de mes investisseurs et j'ai jusqu'à juillet 2025 pour finir de les rembourser. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et du coup, tu vois, en France, j'ai quasiment plus rien. Le but, c'est de liquider tout ce que j'ai en France. À Bali, j'ai ma maison à moi, j'ai la Villa Medjan et j'ai des parts dans 4 autres villas.
Et en fait, ma stratégie à moi personnelle, c'est d'être full focus crypto quand c'est le bon moment. Donc pendant, là c'était 2022, 2023 et 2024, investir tout ce que j'ai dans la crypto-monnaie. Et après prendre du recul par la suite. Laisser le cycle dérouler. Ouais. Une fois qu'on est en sommet de cycle, prendre des profits. Et moi, ma strat, c'est je garde 20 à 40% en Bitcoin pour le très long terme, que je cherche même pas à revendre parce que je veux même pas jouer la cyclicité, c'est ma réserve de valeur, c'est là où je me sens en sécurité. Et dans ce qui reste, admettons que j'ai gardé 40%, il me reste 60%, il y a 30% que je sors, je fais de l'immobilier avec, et 30% que je laisse en crypto, mais dans des valeurs stables, où je réinvestis dans de l'or tokenisé, de l'immobilier tokenisé, ce genre de choses. Et toi qui étais un peu dans, tu sais, l'écosystème startup, etc., Ouais. tu as un peu cette casquette ou si on te propose un projet, tu investis ou pas du tout? Why not? Il y a un projet dans lequel j'ai essayé de prendre part récemment. Pour le moment, ça ne l'a pas fait. J'ai pas encore vraiment cette optique-là parce que pour le moment, en crypto, j'ai des meilleurs rendements, si tu veux. Je peux faire des multiples bien plus intéressants en crypto que partout ailleurs. C'est un pari qui est beaucoup plus asymétrique que tous les autres marchés. Peut-être au prochain. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, entre guillemets, la diversification, elle est un peu morte. Elle est morte parce que tous les marchés bougent en même temps que les liquidités. Les liquidités, c'est la quantité d'argent que les USA impriment et lancent dans l'économie. Et en fait, tous les 4 ans, autour des élections américaines, donc maintenant, on voit une phase où la Banque centrale américaine, elle refinance sa dette. Pour refinancer sa dette, elle est obligée d'imprimer énormément d'argent et d'acheter des obligations d'État. Et donc, c'est ces phases-là où tous les marchés poussent en même temps. Et une fois que ces marchés ont poussé, ils corrigent à peu près tous en même temps quand la Fed resserre ses taux et qu'on voit une décroissance en termes d'économie mondiale. Et en fait, si tu veux, pendant les phases où on est en croissance, ce qui fait la plus grosse perf, c'est les cryptos. Donc, diversifier, ok, mais pour le moment, c'est Bitcoin qui reste le pari le plus asymétrique. Ok. Il y a un jeu que j'aime bien faire. Vous allez répondre ensemble, les gars. Je vais vous poser une question et vous allez répondre du tac au tac, chacun votre tour. Une marque de montre. Audemars Piguet. Je vais dire pareil, on va changer. Bell & Ross. C'est ce que tu as AP au poignet? Ouais, j'aime bien Bell & Ross aussi, c'est la première marque de montre que j'aimais. Il avait Nico, qui est passé avant. Ah ouais? Elle était magnifique, ouais. Elle était belle. Je préfère la bleue, mais elle était belle. Ok, une marque de vêtements. Uniqlo. C'est ce que je mets tous les jours. Les enfants. Toi aussi? Ouais. Moi, c'est comme moi, Simon. Je dirais. Je mets que du Uniqlo, du Zara. Ok. Un artiste. Drake. Tiakola. Il a une culture musicale de ouf. Ok, un entrepreneur. Bernard Tapie. Ou Conor McGregor, s'il n'est pas mort. Enfin, non, si je dois dire un pas mort. Ah ouais. Je vais être super commun, je vais dire Musk, c'est le plus impressionnant aujourd'hui. Je cherchais un entrepreneur qui est un peu plus, qui me ressemble un peu plus, mais là j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Pourquoi Connor, toi? Je trouve marketingment parlant est très 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 fort, même si on peut critiquer, il est très bon. Tout ce qui touche au niveau des boîtes, ça explose. Sa marque d'alcool, elle explose. Sa marque de popcorn, elle explose. Sa marque de spray pour le sport, elle explose. Parce qu'il est très très fort, il est capable de créer du buzz, que les gens se moquent, mais en soi, ça reste du marketing. Ouais, il est vraiment chaud. T'es mitigé, toi? En fait, j'ai d'autres idées, mais j'aime autant les athlètes que les entrepreneurs. Je sais pas si tu allais poser la question. C'est exactement ce que j'allais dire après, parce que c'est une comparaison que j'ai tout le temps. Nous, avec toutes nos équipes, avec tous les entrepreneurs, les conseillers immobiliers, etc., qu'on accompagne, je compare un entrepreneur avec un sportif de haut niveau. Il y a trop de similitudes. Tu vois, je prends tout le temps l'exemple avec les sales, quand ils sont pas dans une bonne phase, etc., parce que moi j'adore la vente, etc., je leur dis, vous êtes des Kylian Mbappé. Vous allez pouvoir claquer 3 buts en finale de Coupe du Monde, perdre cette fameuse finale de Coupe du Monde, mais quoi qu'il arrive, demain, tu es obligé de retourner à l'entraînement. Donc tu es obligé de remettre les crampons et repartir au combat. Comme demain, tu as une blessure, la plus grave blessure qui est ligament croisé, fracture, etc. Mais quoi qu'il arrive, tu es obligé de retourner au combat, tu vois. Et sportif de haut niveau, pour moi, tu vois, un entrepreneur qui est... Allez, il est dans une phase actuellement où on tourne ce podcast qui est compliqué, je pense, Kylian Mbappé. Mais tu vois, chapeau à lui. Dans tous les cas, il est extraordinaire, ce bonhomme. Tu vois, quand je vois qu'il va perdre un match contre Clermont-Ferrand et que les médias vont lui poser une question qui n'a rien à voir sur sa famille et que le mec, il est lucide, il est capable de répondre après 90 minutes de merde. Ouais, puis ce qui est dommage, c'est que les médias, si tu veux, t'as beau être le mec le plus extraordinaire, avoir accompli les choses les plus extraordinaires, si tu fais un faux pas,
d'un vont coup pas on te te crache rater. dessus, tu Ah, vois. ouais. Ça c'est dur, Ça te fait peur ça? Non, en fait je suis déjà dans l'adversité si tu veux, dans le sens où mon domaine tout le monde crache dessus depuis longtemps. Là ça commence à se démocratiser et en fait pour moi c'est jouissif le fait que les gens si tu veux me cassent du sucre sur le dos. Quand je vois les commentaires sur mes pubs des fois c'est un délire. C'est un délire. Mec, nous. Et j'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des... Ça marche bien. Ah, mais nous, ce qu'on ramasse sur les ads. Dans tous les cas, c'est là que tu comprends que Toi, tu ramasses sur ton bouc. Ah ouais. Lui, il se fait allumer, mais laisse tomber. C'est là que tu comprends que tu fais les choses assez bien et assez grandes à partir du moment où on te crache dessus. Et justement, quand tu as tu vois, quand tu as une niche de personnes qui sont là, mais merci de dire ce que tu dis parce que moi, ça m'aide, c'est là que tu dis putain, je sers à quelque chose, tu vois. Et donc, pour revenir aux athlètes, entrepreneurs, écoute, j'aime beaucoup Grant Cardone. C'est un personnage qui est très polarisant parce que il est vachement dans le marketing, il est vachement show-off. Ça reste un Américain. Tu vois, les Américains, ce que je leur reproche, c'est qu'ils sont marketing et sales. Ils te vendent des trucs, mais derrière, il y a zéro valeur, il y a peu de qualité dans ce qu'ils te vendent, surtout sur les formations, tu vois. C'est un peu ce que je leur reproche. Par contre, j'aime bien ce qu'ils arrivent à construire, l'engouement qu'ils créent autour d'eux, le branding qu'ils arrivent à créer. Ça, j'aime beaucoup. Puis les empires, tu vois. Mine de Grant Cardone, c'est un type, il est multimilliardaire en immobilier aujourd'hui. Ok, il fait pas tout très bien, mais c'était un héroïnomane au début, tu vois. Et j'admire plus ceux qui me font plus, qui m'inspirent plus, c'est les athlètes et notamment les crossfitters. Matt Fraser pour moi. Putain, j'en connais aucun moi. Dans ce Matt domaine-là, Fraser, c'est pas un c'était truc, alors écoute, il a été deuxième la première fois qu'il va aux Games. Alors pour t'expliquer, il faisait de l'haltérophilie au niveau olympique. Enfin, pour être qualifié pour les JO à l'école, il se casse le dos. Le chirurgien lui dit tu feras plus jamais ça. Le mec s'entraîne quand même. Il s'entraîne pendant des années dans une cave qui fait 9 mètres carrés. Il finit deuxième au CrossFit Games. Il se dit trop facile. L'année après, il coupe pas mal d'angles, il s'entraîne pas assez bien. Et du coup, il finit encore deuxième en se disant qu'il allait finir premier. Il se fait pas de Barrage Running. Et là, il l'a eu mauvaise. Là, il s'est dit, mec, plus jamais cette sensation. Et ça, j'adore. Et ça a été vraiment la revanche où le mec, comme je te dis, dans 9 mètres carrés dans son sous-sol, il s'entraînait, il est devenu premier mondial. Il a fini 5 ans d'affilée premier mondial. 58. 5 ans d'affilée, l'homme le plus fit au monde. Pour garder la forme, je pense, dans ce et tu regardes les CrossFit Games, c'est un animal, le bonhomme. Il domine, mais... C'est quoi? C'est un peu la Coupe du Monde des meilleurs? C'est la Coupe du Monde, c'est pour être l'athlète le plus fit du monde. Les CrossFit Games. Allez voir sur YouTube quelques workouts. CrossFit Games. Okay. Et Matt Fraser, c'est un mec... C'est vraiment un animal. C'est-à-dire que son slogan, c'est « Hard work pays off ». Et si tu veux, j'ai fait un grand tableau dans mon bureau avec son slogan, avec lui qui fait un PR avec une barre à, je pense, à 180 kg en clean. Parce que chaque fois que je vois ça, je me dis « Fais pas ta fiotte, tu vois, bouge-toi ». Genre, t'as pas d'excuses. Lui m'a inspiré à mort. À chaque fois que je me dis une vidéo de lui, ça me fout un coup de pied au cul de malade. Et j'ai une connaissance aussi, Willy Georges, qui était le premier crossfitter français à aller au CrossFit Games. Pareil, c'est un animal, Willy. Je l'avais rencontré il y a une dizaine d'années parce qu'il était au rugby avec un ami à moi, Greg. Et c'était une star déjà à l'époque, si tu veux, le type. Il était meilleur dans tout ce qu'il a fait, en judo, en athlétisme et en rugby. Et si tu veux, le mec se blesse en rugby. Donc pour faire la réhab, il commence le CrossFit. Ouais, ça rééduque. Et je crois que 2 ans plus tard, il est aux Games, il finit 9e mondial. Et le type... je me rends pas compte, c'est vraiment énorme. Il faut être complètement hors norme pour aller au CrossFit Games. Complètement hors norme en termes de physique. Et je te jure, c'est la première fois que je regarde un sport à la télé et que j'ai les papillons dans le ventre et que j'ai autant d'émotions. En voyant Willy, si tu veux, battre Matt Fraser au bicouplet sur une épreuve. Et putain, quand je l'ai vu, je me suis dit, je veux tellement lui ressembler à ce mec. Et j'ai dit la classe internationale, quoi. Et quand je vois ces mecs-là, je me dis, j'ai vraiment envie d'être aussi inspirant que ces bonhommes-là, à ma façon dans ce que je fais, mais j'ai envie d'être excellent dans tout, dans le sport, dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, dans aider autant de gens que je peux à construire leur liberté. J'ai envie d'exceller dans tout. Et à chaque fois que je vois ces types-là, je me dis, tu peux pas être médiocre. Il faut que ta vie, elle soit un exemple. You must be great. Tu vois, c'est ce que je me dis tous les jours. You must be great. Et c'est comme ça que j'avance dans ce que je fais. C'est que je me dis, ma vie, elle doit impacter positivement autant de personnes que possible. Ça, c'est beau quand même. C'est beau. Et là, c'est quoi un peu tes prochains objectifs, tes prochains très très gros objectifs? Il y a des choses il y a un truc que j'aime bien vous demander, les gars. Et j'avais demandé ça sur un podcast. Un achat que vous aimeriez bien faire prochainement. Un truc qui pourrait vous dire, les mecs, genre là, j'ai acheté un truc que jamais de ma vie j'aurais pensé acheter
Et genre vraiment, ça me fait vraiment un plaisir fou. Gros, pas gros, tu Ouais, vois. ouais, j'en ai plusieurs. Vas-y, commence. Je te laisse, Il est en train de réfléchir encore. Une grosse voiture, hein. Peut-être une Lamborghini. Tu te dirais, genre, un c'est jet un. privé. Ouais, mais c'est costaud quand même ça. Est-ce que t'as des trucs un peu plus smart où tu te dirais, putain, ça y est, j'achète un truc, tu vois, ça me fait plaisir, j'ai pas En ça fait, en tête. je pense une fois que je l'aurais acheté, ça me ferait pas kiffer. Et à chaque fois que j'ai acheté quelque chose où je me suis dit ça va me faire kiffer ou que j'ai atteint un objectif, je me suis dit ça va me faire kiffer. Je me dis bah on va aller chercher encore plus loin. C'est la discussion qu'on avait à une soirée, Donc, te rappelles? même là je vrai. dis ça, mais en soi, je C'est suis con. sûr que j'achète ma première Lambo. Bien sûr, je vais être content. Ouais. Je vais dire à maman viens on va faire un tour. Mais je pense 2 mois après, je vais me dire bah Tu sais qu'est-ce qu'on que je a vais fait une acheter soirée d'autre, avec des gens sur Lyon qui sont. Moi, j'adore ces soirées-là quand il y a des gens qui n'ont rien à voir. Ouais, bien sûr. Tu crées des synergies. Et il y a une nana pendant toute la soirée, demande à matin, toute la soirée, elle nous a dit mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez? Et tu sais, quand tu dis bah on vient de passer les 100K à moi, tu vois, tu viens de faire 1,2 million sur la boîte, etc. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est énorme et tout, la boîte dans laquelle je bosse, elle a 20 ans, elle fait pas ces chiffres-là. Ouais. Mais genre, je suis sûr et certain que tous les entrepreneurs qui nous écoutent ici, quand tu passes un step, tu te dis en vrai mec, C'est rien. c'est rien. le million, Mais c'est le Ouais, mignon million, en fait de dire ça, mais c'est. ouais. le million de CA, genre t'es là, Ça te fait rien. Et c'est même dans l'investissement, c'est pareil. En fait, ce qui est incroyable, c'est que ça te permet de passer à un énorme step dans ta vie. Mais en fait, quand tu arrives dans ce step, ton mindset, il a tellement évolué depuis que tu veux avoir encore plus, ouais. tu veux impacter encore plus. Et en fait, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Tous les gens qui ne l'ont pas, ils peuvent se dire ouais, bah, du coup, à quoi bon? Mais en fait, c'est ça le but de la vie, c'est d'évoluer, c'est de progresser. Le but de la vie, c'est toujours aller chercher plus grand. Et il n'y a jamais de. Comme on dit, t'en as jamais assez. Il n'y a pas de when's enough. Tu vois, par exemple, va dire à un Kobe Bryant, mais mec, c'est quand que t'en as assez? C'est bon, t'as déjà un championnat, 2 championnats, c'est bon, t'en as pas assez? Va dire ça à Michael Jordan. T'as pas envie que ce soit assez, t'as envie qu'il continue de gagner. James, C'est pareil James, pour c'est toi. ce qu'il a dit. Hein. James, c'est ce qu'il a dit. Ah ouais. LeBron James, il a dit. Il a dit, j'ai tout gagné. Ouais. Les JO, Mm. les championnats du monde, titre NBA, MVP NBA. Je m'arrêterai pas parce qu'il y a mon fils qui vient d'arriver et je passe encore un truc Mais en bien mode, sûr, là, t'as je joue été avec une mon legacy. fils aux Lakers, frérot. T'imagines, genre, il y a une photo, ce mec-là, il y a une photo où son fils, il était haut comme 3 pommes quand il était à Cleveland. Ouais. Il était haut comme 3 pommes, il le regardait shooter. Là, il y a une photo qui vient de sortir la semaine dernière. Ils ont joué contre les Golden, je crois. Un truc comme ça, enfin bref. Mais genre, il est avec son fiston sur le terrain, t'imagines? Incroyable. Et tu dois te dire, bah, Et là, il veut gagner il avec veut le gagner fiston. avec le Il va fiston. trouver encore Ah, autre franchement, chose. ça me donne des frissons rien que d'y penser. C'est Genre, t'imagines, t'es là avec ton fils, et même tu vas peut-être faire les prochains. Je pense que c'était ses derniers JO, James. Quoique, tonton, il est chaud encore. Hein. Pour eux, les JO, les États-Unis, je pense En qu'ils fait, s'en foutent. James, si tu veux, Matt Fraser au CrossFit, c'est James en NBA. Ah ouais? C'est le sentiment de dominer qui est jouissif pour eux. La puissance, genre, c'est ce sentiment de puissance. Le mec, quand il arrête, il a plus de sens dans sa vie, ou alors il faut vraiment qu'il se recycle dans quelque chose. Tu vois. Ouais. Par exemple, Fraser, il a su trouver comment impacter un max de personnes avec ses compétences aujourd'hui, avec ce qu'il fait maintenant. Mais il faut que ta vie, elle ait toujours un impact grandissant sur les gens qui t'entourent S'il n'y a plus rien qui pour t'anime. t'épanouir Ouais. et puis pour te sentir vivant. Sinon, parce que quand on disait un chiffre, regarde la plupart des entrepreneurs qui font un exit à 100, 200 M, ils partent en dépression parce que du jour au lendemain, ils savent plus quoi faire de leur Il y a plus journée. de sens, ouais. Ils sont plus dans le rush, ils ont plus d'impact, ils sont plus en train d'aider des gens à atteindre un but qui leur était cher, ils ont plus de pourquoi. Et quand tu perds ça, bah, ça devient dur. C'est pour ça qu'il faut toujours aller chercher plus. Et donc, avoir un bien matériel, c'est bien, mais je suis d'accord avec toi, dès que tu l'as, c'est cool, ça te paraît normal, tu t'y habitues. C'est ça, la vérité. Et une fois que tu as les choses, tu vois, par exemple, je me suis acheté ma maison de rêve, j'en ressens plus vraiment le besoin d'avoir une belle maison, tu vois. Et le besoin, en fait, le vrai luxe, c'est déjà la liberté, pouvoir faire ce que tu veux de tes journées, de ne pas avoir de stress, c'est d'avoir un but dans ta vie, et c'est d'avoir des proches, d'être entouré d'amour, si tu veux, d'avoir des proches avec qui tu passes des moments. Parce qu'il y a un truc que je dis tout le temps à mes potes et aux gens autour de moi, c'est que il n'y a aucune expérience meilleure au monde que de passer un bon dîner avec tes potes et de te prendre des barres de rire. C'est exactement Ah, c'est ce que vrai. Nico Quel a que dit. soit ton niveau de vie. Ouais, ouais. C'est ce que Nico a dit juste avant. Il disait, moi, il n'y a rien qui me fait plus kiffer que manger un plat de spaghettis avec mes collègues Mais bien sûr. et être entre potes, etc. Alors après, il ne faut pas que ça démotive votre audience. Il faut aller chercher des gros chiffres. Il faut aller chercher de l'accomplissement. Il faut aller chercher ces choses parce qu'en face de tout ça, il y a un point extrêmement important, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir de regrets. C'est-à-dire que quand tu regardes derrière dans 40-50 ans, il faut que tu te dises
putain, j'ai envoyé du lourd, Ouais. j'ai accompli ce que je voulais accomplir, j'ai été quelqu'un, j'ai eu de l'impact et ma vie, elle a eu du sens. Ouais. Moi, c'est trop. Et j'ai laissé quelque chose. Je pense que c'est moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'entend super Ouais. bien dans la boîte avec Matt et avec les prochains projets qui arrivent, etc. Moi, c'est ce qui me fait triper. Ne pas avoir de regrets. Et ça, c'était mon point de départ quand j'ai entrepris. Ouais. C'est en gros, il n'y a pas de pire chose qu'avoir des regrets. Il faut absolument accomplir tout ce que tu visualises et te bouger à le faire pour être sûr de regarder derrière plus tard et être content de ce que tu as fait. Et si je devais acheter des choses, tu parlais de matériel ou quoi. Alors moi, dans ma vision, elle est assez extrême, mais pour moi, c'est des bitcoins. Acheter autant de bitcoins que possible. Pourquoi ? Parce que bitcoin, c'est vraiment la liberté, la souveraineté. Il n'y a pas de propriété. La seule vraie, unique propriété aujourd'hui, c'est la propriété digitale et c'est bitcoin qui te l'offre. Parce que de l'immobilier, un État peut te le saisir. De l'or, un État peut te le saisir. De l'argent, l'État peut te le saisir. Il n'y a que bitcoin qu'on ne peut pas te saisir à partir du moment où tu les as dans un ledger. Si vraiment je devais acheter des choses, évidemment, il y a des trucs qui me font kiffer. J'aimerais m'acheter des beaux terrains sur le cliff à Bali. Il y avait un terrain qui me faisait rêver dans le sud et puis je l'ai laissé à mon associé parce qu'il fallait sortir 1 million pour se l'acheter et c'était pas le moment. J'allais pas sortir 1 million de crypto maintenant alors qu'on n'a pas commencé le bull run. J'ai dit tant pis, je laisse couler et j'en aurai un mieux plus tard. Et après, en fait, il y a 2 choses que j'aimerais beaucoup acheter dans ma vie. C'est une Rolls à mon père et un chalet à la montagne à ma mère. C'est leur rêve matériel à eux deux. Il aime beaucoup les fantômes décapotables. La vraie classe, Ouais. incarnée. Je crois que c'est la fantôme, mais il veut une Rolls blanche décapotable. Et un chalet à la montagne. Et un chalet à la montagne pour ma mère. C'est le rêve matériel des deux. Et si tu veux, mes parents, c'est une classe moyenne, donc ils pourront jamais s'offrir ce genre de choses. Et offrir le truc à mes parents, ça me fait kiffer. Là, tu vois, j'avais mon père la semaine dernière J'ai vu tes à Bali. stories, en lambeau et tout. Et mon père, j'aime le gâter, si tu veux. Parce que genre, ça me fait kiffer. Au printemps, je vais faire une bête de croisière à Komodo à mes parents. J'avais loué un bateau entier, on s'est fait une bête de croisière et j'ai invité les copains. Et là, on était à Dubaï, j'ai loué un méchant penthouse au sommet d'une tour. On a loué une Lambo, on a été roulé. Si tu veux, c'est des trucs que mon père a jamais connus. Et lui faire vivre ça, ça me fait kiffer, tu vois. Ouais, parce qu'il t'a transmis des valeurs. Mon père, c'est un gars extraordinaire, c'est un bosseur de ouf. Il a jamais rien demandé en retour, alors qu'il a toujours tout donné, si tu veux. C'est un peu une forme de mentor quelque part aussi. C'est tu ça. peux te confier à lui, tu peux. Ouais, c'est vrai. Mais c'est surtout que c'était un exemple. Si tu veux, tu vois, quand tu bûches à mort toute ta vie, que tu te plains jamais, que tu donnes tout ce que tu as, bah, tu montres l'exemple, tu vois. Tu montres l'exemple et bah, moi, j'ai envie d'être pareil. J'ai envie de pouvoir donner autant que possible et de le rendre fier. Ouais, Puis de l'aider, quoi. c'est fort. Franchement, c'est fort. Moi, si je peux vous dire, les mecs, franchement, avec les deux arguments que vous me dites depuis tout à l'heure, en vrai, je ne saurais pas quoi acheter. Tu sais que je te parle sérieux parce que je sais très bien que nous, on est pareil. Je vais vouloir m'acheter une paire de chaussures, je vais vouloir me faire plaisir, mais je vais l'avoir au bout de 2-3 jours. Je vais me dire, vas-y, ça devient lambda, tu vois. Une voiture, c'est pareil, tu vois. Moi, je me rappelle toute ma vie, j'ai un snap sur mon téléphone où j'ai fait une grosse opération de la mâchoire, en gros, qui était très compliquée, où j'ai dû rester pendant 1 mois, tu vois, les dents fermées. Ça s'appelle une maxillofaciale où il t'ouvre ici, et en gros, j'ai des vis de partout. Enfin bref, une galère monstrueuse. Et je sortais du chirurgien, je me rappellerai toute ma vie, la Golf 8 R venait de sortir. Et j'avais mis un snap, tu te rappelles ce snap de la Golf 8 R blanche? Et j'ai mis un snap, putain les gars, j'espère un jour je pourrais me payer ça et tout, ça tue, machin, etc. Et genre là, il n'y a pas très longtemps avant de... Enfin, il y a un an et demi, 2 ans, on a pu s'offrir ça, tu sais, sur la boîte en leasing. Trop cool. Et genre les premières semaines, t'as un peu le sentiment quand t'es seul dans la caisse, de dire putain mec c'est ouf. Mais en fait, tu sais quoi? Je pensais déjà à la prochaine. Ouais. C'est horrible d'un côté de se dire ça. Ouais. Et quand je parle avec ma soeur qui n'a rien à voir et que j'aime de tout mon cœur, qui est professeur de PS, qui n'a rien à voir avec ça, tu vois, qui se contente de rien, qui est tellement heureuse de partir en vacances, ne serait-ce qu'à 15-20 km de chez nous, etc. Tu vois, et ben je me dis, putain, des fois ça te met une claque, tu penses à ça, mais tu te dis, putain, comme tu le disais, faut quand même penser à ses objectifs, à toujours vouloir bûcher. J'ai encore une alternative à ça. Ouais. Tu vois, là, c'est la 2e fois que je me faisais ce plaisir de louer la voiture de mes rêves, la Huracan. Et à la fin du séjour, je me disais, c'est incroyable. Mais je passe chez First Motor pour me faire rêver. Putain, la petite 998 Spider à 1,5 million. Oh, la GT3 RS full black et carbone, là. Ouais, j'aimerais bien avoir les 3 quand même, tu vois. Et en fait, pour moi, j'ai toujours privilégié les expériences versus le matériel. Depuis toujours. C'est pour ça que j'ai tout le temps un t-shirt à 10 balles Uniqlo parce que je me sens à l'aise comme ça. J'ai pas besoin d'avoir un logo Gucci ici, je m'en branle, tu vois. Le seul plaisir que je me suis fait matériel, c'est ça. Et encore, je pensais jamais m'en acheter une parce que c'est une réserve de valeur, parce que ça t'ouvre des portes aussi et la maison. Et en fait, j'ai toujours privilégié l'expérience et encore maintenant. Et du coup, j'estime que
la meilleure dépense que tu puisses faire, c'est déjà investir sur soi, se payer des formations, des masterminds, des voyages et s'offrir des expériences, des voyages, juste des moments ou des choses que tu peux vivre seul ou en mode introspection ou avec tes proches. En fait, c'est ces trucs-là dont tu te souviens, c'est ces choses-là qui te font évoluer et qui t'apportent vraiment quelque chose. Qui reste dans le temps aussi. Ouais. Elle reste dans le temps. Ouais, et c'est pour ça que je pense que ça, c'est un point de départ important parce que, tu vois, quand on est jeune, le schéma sociétal, c'est vite, va faire un crédit pour acheter une maison, acheter une bagnole, acheter une moto. Et tous mes potes ont fait ça, tu vois. Et mes potes, il y a 15 ans et maintenant, ils ont exactement la même vie. Juste avec plus de confort. Une maison un peu mieux décorée, une voiture un peu mieux. Et moi, j'attends une liberté, si tu veux, qui est tellement à des années-lumière que je me remercie d'avoir fait les expériences. C'est dur aussi de comprendre quand on est entrepreneur, et nous, on est souvent, parce qu'on a le même groupe de potes, en fait, si tu veux, c'est dur aussi de comprendre un peu la vision des autres, qui n'est pas la même que la tienne. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, des fois, tu arrives dans une opposition de vision, en fait, qui est tellement dure, parce que tu veux trop défendre. Et ça porte à conflit. Et c'est ça, et tu veux trop défendre ta vision du truc. Ouais. Et parfois, avec des relations sentimentales avec des hommes ou des femmes, tu vois, grosso modo, c'est ultra compliqué, tu vois, parce que moi, j'avais une copine avant où je voulais trop qu'elle devienne entrepreneuse. Je disais, putain, allez, vas-y, lance-toi, tu as un potentiel, etc. Mais elle avait pas envie de ça, tu vois. Et c'est dur, en fait, c'est dur parce que... Tu peux pas les forcer. C'est une vision qui est personnelle et les gens doivent avoir leur propre déclic. Nous, on est animé par un truc, je pense que c'est cette adrénaline. Moi, j'ai une adrénaline quand je suis en call avec mes équipes. Je sais pas toi, mais je suis animé, tu vois, quand on discute d'un projet avec Matt. Donc toi qui connais un peu le futur projet, qui est un très très gros projet, tu vois, à échelle francophone, enfin en France, ça va être énorme pour nous. Tu vois, c'est ça qui me fait vibrer, tu vois. Tu as cette animation où tu te lèves le matin. C'est lié à ton pourquoi, et ça part de ce que tu as vécu en étant plus jeune. Dans le process que tu feras avec le trop haut de pourquoi de Simon Sinek, tu mets le bout de doigt sur les traumas que tu as eu étant gamin, les choses que tu as vécues, des bonnes expériences aussi, et en fait qui t'es devenu. Et souvent, c'est une motivation profonde, genre une revanche à prendre sur la vie, sur les autres. Un combat, tu vois. Par exemple, moi, j'ai toujours voulu être différent et à l'opposé de la masse. C'est ce que tu as dit, tu as toujours fait les choses à contre-courant. J'ai toujours fait les choses. J'ai jamais pu aimer ce qui était collectif. Étant gamin, je pleurais tous les jours quand il fallait aller à l'école. J'aimais pas ça, tu vois. Et j'étais un peu bully étant gamin à l'école aussi, tu vois. Et du coup, ça m'a toujours un peu mis en marge. Et je voulais être différent. Et si tu veux, à un moment donné, investir, entreprendre, c'était mon moyen électronique, tu vois. Et en fait, les critiques et le fait de ne pas faire comme tout le monde, ça m'a poussé à aller de plus en plus vite dans cette direction, si tu veux. Garder les servi dans plein de choses. Et rester focus. Ça m'a servi dans plein de choses. Et ça m'a servi aussi quand il fallait avoir des convictions fortes il y a 2-3 ans et se dire non, je tiens à ma liberté, je me barre de la France, tu vois. Donc, je pense que dans tous les cas, chacun est unique, en effet. Il ne faut pas forcer les gens à aller dans ta direction. Il faut juste leur donner ce que tu peux leur donner quand tu sens que tu peux les aider. Voilà. Et après, chacun vit comme il l'entend. Non, c'est clair, c'est clair. Un dernier petit point pour finir tranquillement ce podcast. J'aime bien faire ce jeu, les gars. Vous allez répondre chacun à votre tour. Je commence la phrase et vous finissez par un mot, les mecs. Un mot. Ok. Un mot. Hein. Ok. La vie, c'est le progrès. Cool. Les gens sont unique. Okay. Souriant. Et je suis libre. Fou. Ok. J'ai un dernier petit point où chacun à votre tour, les gars, vous allez devoir donner un conseil à un jeune, d'accord, qui 18-19 ans, grosso modo, qui a du mal un peu dans la vie, qui socialement est pas très très fort à l'école, etc., est un peu seul, mais a un gros potentiel. Vous voyez très précisément, je suppose, de quel genre de personne je parle. Vous allez devoir lui donner un conseil face cam, les mecs. Ok, j'y vais. Let's do it. Tes défauts sont tes qualités. Insiste dessus. Tout ce qu'on te critique, ce sont tes forces. Donc mets l'accent dessus. Investis sur toi à fond. Forme-toi et fais confiance en ta direction, tes croyances, tes convictions, ta vision. Il n'y a que toi qui peux l'avoir. Toi seul sais où tu vas. Oh, ça fait du temps. Putain, il est bon, l'enfoiré. Bien joué. Non, moi, ce que je dirais tout simplement, c'est que la première chose à faire, c'est d'apprendre à se connaître. C'est de faire une introspection sur soi-même. Savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On en a parlé tout à l'heure à l'école, mais moi, je pense que ça serait ce qu'on devrait faire depuis qu'on est tout petit, à l'école primaire, au collège, au lycée. Et en fonction de ça, de foncer.
Même s'il y a des personnes qui vont pas croire en toi, c'est normal, parce que comme tu as dit tout à l'heure, on n'a qu'une seule vision, c'est sa propre vision personnelle, donc il faut la suivre, et c'est lorsque ça fonctionnera un petit peu mieux que les gens vont comprendre, que les gens vont suivre, et que ça soit même si tes parents, ta famille, tes amis te soutiennent pas, bah faut aussi un petit peu les comprendre, parce que c'est ta propre vision et c'est ce que tu as envie de faire, donc faut foncer, quoi qu'il arrive, et c'est juste en faisant que bah, tu vas pouvoir avancer et gravir tes objectifs petit à petit. C'est ça, nous on est un peu d'humeur, je vais rebondir sur ce qu'il a dit, mais dans la boîte on a toujours une politique avec toutes les personnes qui bossent pour nous, c'est faire. Je t'assure, tous les sales qui rentrent, toutes les personnes, c'est faire. Parce que nous on a toujours fait et après on a vu comment ça se passait, tu vois. C'est toujours notre politique. Alors t'en as, ils vont dire, je vais réfléchir pendant 6 mois, c'est pas de souci avec ça, tu vois, j'ai aucun souci avec ça. Mais à partir du moment où tu fais, tu peux rien te reprocher derrière. Tu pourras toujours optimiser, toujours améliorer. Et c'est exactement ton histoire. Tu as commencé avec 400 balles, mais tu as fait en fait. T'as fait. Si tu n'avais pas fait ce premier pas, tu aurais peut-être mis 6 mois avant de te lancer ou des années avant de chercher et tu aurais perdu en fait finalement des années. Je peux rebondir sur 2 points là-dessus. Le premier, c'est que le stress, c'est une conséquence de l'inaction. Donc quand tu es angoissé pour un truc, c'est parce que tu n'agis pas. Donc fais, commence et après tu crées de l'inertie. Et la deuxième chose, ça c'est le slogan de mon associé, c'est mieux vaut fait que parfait. Et ça m'a vachement aidé moi qui suis perfectionniste. Quand il a fallu lancer Réussir en crypto, quand je lui ai dit vas-y on le fait, il m'a dit ok, t'as 6 semaines pour faire ton script. Ah d'accord. Et là t'as vu le phénomène. Donc pendant 6 semaines jour et nuit j'ai rédigé un script de 200 pages. Ensuite en 48 heures on a tourné la première moitié. Et après en quarantaine à Jakarta j'ai tourné la deuxième moitié pendant qu'on lançait Réussir en crypto. Et c'est grâce à ça qu'on a lancé Réussir en crypto et qu'on avance. Donc fonce et surtout quand tu lances un produit, un service que tu investis ou quoi, il faut toujours une V1 de ce que tu fais. Tout le monde voit le produit fini des autres et se dit j'arriverai jamais à ce niveau, c'est trop compliqué, mon produit sera jamais aussi bien. Évidemment, mais ils n'ont pas commencé ici. Il y a une V1, il faut lancer la V1 et après tu itères avec tes clients. C'est eux qui vont t'aider à améliorer ce que tu fais. Et après, tu as la V2. Et la V2, elle sera à des années-lumière de ta V1 et elle fera concurrence aux autres et tu vas construire quelque chose qui aura de l'impact avec ça. C'est pareil pour tout. On prend l'exemple, la comparaison avec les sportifs de haut niveau. Kylian Mbappé, on ne voit pas le travail qu'il y a en amont, hein, clairement. Et on avait rencontré avec Matteo Eric Olat. Oui. Eric Olat, tu connais peut-être pas, mais je vais te raconter l'histoire et tu vas connaître du coup. Eric Olat, c'est la seule personne qui a cru en Antoine Griezmann à Mâcon à l'époque. Et on l'a croisé parce qu'on a un ami qui... j'ai vu son reportage. Si Lulu, tu regardes ce podcast, on l'a croisé parce qu'on allait voir jouer Lucas à Montaigu, au tournoi international de Montaigu. Il faisait le tournoi Lucas avec l'équipe de France. Et justement, Eric Olat disait qu'à l'époque, c'était le seul à croire en Antoine Griezmann. Et donc, il l'a emmené à la Real Sociedad. Ouais. J'ai vu qu'il avait eu des années difficiles. Antoine, il se sentait seul, isolé. Mais tout le monde disait il est trop petit, personne ne croira en lui. Lyon l'avait refusé. L'OL l'avait refusé, etc. Tous l'avaient refusé. Et en fait, si tu veux, ça repose aussi sur le fait qu'il y a cru et il faisait en fait. Il rentrait sur le terrain, il faisait ce qu'il avait à faire, mais il faisait encore une fois, tu vois. Et dans n'importe quel sport de haut niveau, tu prends Kylian Mbappé, il va essayer. Regarde, il y a un gars que je compare tout le temps sur les podcasts, c'est Jul. Jul, tout le monde dit... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Non mais les mecs, entre vrais. C'est vrai que c'est assez... Jul, tout le monde dit ce son c'est un banger, ça c'est bien. Le nombre de disques... Mais regardez les mecs, le nombre d'albums qu'il a sortis, regardez le nombre de sons qu'il a fait dans sa carrière. Il a toujours bossé, toujours fait, tu vois. Et c'est normal qu'il remplit le Vélodrome 2 fois de suite. Parce que pendant 15 ans, le mec, il a charbonné comme un malade. Et personne voit l'envers du décor. Il y a 10 ans, tu mettais un son de Jul en boîte de nuit, mais personne n'était comme un dingue. C'est comme tout, il faut 10 000 heures pour masteriser un sujet. C'est pareil pour Bitcoin, en ce qui me concerne. Et c'est pareil dans tout ce que tu fais. Et comme on dit, il faut 10 ans pour faire un overnight success. C'est parce que au bout de 10 ans, tu deviens connu, parce que pendant 10 ans, tu as eu un effet cumulé de tout ce que tu as construit. Tout l'apprentissage, tous les échecs, toutes les réussites, toute l'accumulation en fait. C'était pareil pour moi en crypto. Il a fallu, il n'a pas fallu 10 ans, il a fallu 5 ans pour atteindre un chiffre incroyable. Mais le chiffre que moi j'ai en tête, il faudra 10 ans pour l'atteindre. C'est fin 2025 que je l'aurai. Ah, t'as ce gap, toi, qui... J'ai quand même un chiffre en tête aussi, tu vois. Et tu peux en parler ou... Entre 20 et 50 millions.
ça commence à Voilà, faire. je visais plus, je visais 100, mais j'ai fait les choses de façon beaucoup plus sécuritaire que je pense à ce cycle. Ok. Donc j'ai pas pris autant de risques et je vise un plus petit multi par rapport à mon capital. Putain, 20 à 50 patates, c'est beau quand même. Hein. Voilà, maintenant on va voir ce que le cycle nous réserve, mais on est déjà bien. Magnifique. Bah écoute, on te le souhaite en tout cas. Les gars, merci vraiment d'être venus sur le podcast. Bah, merci à vous, c'était top. Merci d'avoir Merci répondu beaucoup. à l'invitation en tout cas. Comme il en parlait, si vous voulez justement avoir plus d'informations sur ton accompagnement, parce que c'est un vrai accompagnement aujourd'hui, Ouais. finalement, on peut retrouver où, comment tu veux qu'on s'organise. Je vais mettre le lien. Bah, tu peux mettre un lien vers ma masterclass. Let's et go. sinon, mon Instagram où je partage un peu de valeur. J'ai aussi un canal sur Instagram. La masterclass, si tu veux, c'est le cadre qui permet à tout le monde de bien comprendre comment ça fonctionne et de bien démarrer, tu vois. Magnifique. Et en plus, on rigolait avec Matt parce que Quentin, il a sorti un réel où il disait genre les 10 pires crypto investir, je crois, un truc comme ça. Et dans la liste des 10, il y en avait au moins 5 sur lesquels on avait investi. Mais c'est vrai que ton organique, il est vachement intéressant. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça permet d'avoir un peu un fil conducteur où tu vois, tu as de l'information. Tu sais que si tu en veux plus, forcément, bah, comme tout Ouais. entrepreneur qui se respecte, tu es obligé d'aller plus loin, Mhm. tu vois. Mais tu donnes énormément de valeur quand même sur les réseaux. J'essaye. Et puis, j'essaie d'aller à l'opposé de ce que tout le monde fait. Tu vois, tout le monde. Ce que j'aime pas trop avec les infopreneurs et influenceurs sur la partie crypto, c'est qu'ils vont jouer sur toutes les news, rebondir sur tous les événements. Du coup, ils tiraillent les émotions de l'audience. Et je veux pas faire ça. Parce que ça avance pas l'audience. De savoir tout ce qui se passe en crypto, au jour le jour suivre les prix, ça les avance pas, ça fait que les stresser. Mhm. Nous, on essaie de donner que l'info qui est essentielle et de faire prendre du recul. Et c'est ça le but de mes réseaux aujourd'hui. tu Tout en vois. prenant un maximum de plaisir, en Ouais. partageant un maximum Ouais, de ouais, choses, etc. Ok. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour les différents réseaux sociaux de Quentin et la masterclass. Ouais. Et mon ami Matt, le bon vieux Mathéo, on va mettre son Instagram, on va mettre ton LinkedIn aussi. Ouais, Est-ce qu'on peut LinkedIn, t'envoyer des Instagram, messages YouTube, si tu veux. S'il y a Quelques des vidéos qui conseillers vont sortir. immobiliers qui passent par là, qui veulent te poser des questions pour faire de la croissance, ils doivent passer par toi, je crois, non? Il faut. Ok, bah écoutez, ça a été un vrai plaisir en tout cas d'avoir fait ce podcast avec les gars. N'hésitez surtout pas à aller poser vos questions par Instagram Ouais, ou, n'hésitez pas. ou à Quentin de manière générale sur la crypto. Ça a été un vrai kiff pour moi en tout cas ce podcast parce que c'est la première fois que j'en fais un sur ce sujet-là. Enfin la deuxième fois, j'ai vu Gaspard de Div, mais c'était une startup dans la blockchain, etc. Mais là, ça me tenait à cœur et surtout de le faire avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. C'était ultra important et je pense qu'il y a eu un super feeling et j'espère en tout cas que vous avez apprécié. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis voilà. Merci les gars d'être venus et puis à très vite, je l'espère. Merci à vous. À la Merci. prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.